et les Lumières. On pourrait croire un paradoxe, et pourtant, le premier jansénisme, on pense à Port-Royal, à Angélique Arnauld, et bien malin qui pourrait distinguer les premiers écrits d'Angélique des grandes figures de l'école française. Il ne faut pas l'oublier, elle a été la fille spirituelle de François de Sales, mais qui très vite a décelé chez elle une certaine raideur, un certain orgueil. On pourrait dire, en reprenant les mots de Don Gérard, le zèle amer. Malheureusement, ce premier Port-Royal est tombé sous la coupe de Saint-Cyran, ne rentrons pas dans sa psychologie, mais qui lui aussi s'apparente par bien des aspects à l'école française du XVIIe, au courant de Bérulien. D'ailleurs, il y a une période bérulienne chez Saint-Cyran. Il ne faut pas oublier non plus que le Parti des Vaux avait des engagements politiques diamétralement opposés à la politique de Richelieu. Tout ceci, ça va s'enchevêtrer, créer des conflits. Puis Arnauld vint et Louis XIV le notera dans ses mémoires. Pour des questions non essentielles au salut, l'Église de France s'est divisée. Il y a même eu des évêques qui ont été déposés, des situations quasi-schismatiques, sur le plan purement religieux, et sur le plan des idées, si le premier Port-Royal, c'est encore l'école française, avec Nicole, c'est le rationalisme. Et on verra certains prêtres dans le diocèse de Chartres, par exemple, qui vont être des dénicheurs de saints, qui préfigurent par bien des aspects Belle et l'esprit critique du XVIIIe. La noblesse de robe, les Robins, vont, pour différentes raisons, être des propagateurs du jansénisme. Et quelques années plus tard, ce seront les mêmes qui feront la Révolution française. Je pense en avoir assez dit, j'ai été même peut-être trop long. À vous. Merci, merci. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire, j'ai comme défaut de terminer mes phrases en descendant, hein? Et si vous ne m'entendez pas bien, si quelqu'un peut me dire de relever le ton, j'essaierai de me corriger et pas de me corriger. Voilà. Donc, je viens vous parler du jansénisme et des Lumières, c'est-à-dire de la partie 18e siècle, de la partie siècle des Lumières du jansénisme, hein, qui est vraiment la partie que j'ai croisée, que j'ai étudiée, dans laquelle je me suis plongée depuis maintenant plusieurs années. Alors, qu'est-ce que le jansénisme? Comment apparaît le jansénisme au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle? C'est un mouvement religieux rigoriste. Le jansénisme a un organe qui s'appelle les Nouvelles Ecclésiastiques. Quand on veut se reconnaître entre jansénistes, on a un journal qu'on lit, qu'on se passe, un journal qui n'est pas publié avec autorisation, mais qui est publié quand même, parce que les jansénistes ont beaucoup de moyens, et ils savent convaincre un imprimeur de travailler pour eux. Ce journal se passe sous le manteau, c'est les Nouvelles Ecclésiastiques, et pas les Nouvelles des Lumières ou les Nouvelles d'autre chose. La préoccupation des jansénistes au siècle des Lumières, c'est de parler de sacrements et de parler de théologie. On se bat pour les sacrements. On ira jusqu'à faire la grève pour les sacrements. La grève, c'est-à-dire la grève des magistrats. Le jansénisme est dans la magistrature comme un poisson dans l'eau. Les magistrats du Parlement de Paris iront jusqu'à faire grève pour des questions théologiques, des questions ecclésiastiques, des questions touchant au sacrement. Alors je ne vous raconterai pas l'affaire extravagante de l'hôpital général aujourd'hui, ça peut faire éventuellement l'objet d'une autre conférence, mais sachez que pour la direction à l'hôpital général, qui était une association caritative au milieu du XVIIIe siècle, le Parlement a mis la totalité de toutes les instances judiciaires, c'est-à-dire toute la cour des aides, le Parlement, le Châtelet, tout le monde s'est mis en grève pour avoir le dernier mot dans une affaire qui apparemment ne le justifiait pas. Je ne vais pas vous en parler plus avant aujourd'hui, mais sachez qu'il s'agissait de points de
doctrine. Il s'agissait de points de doctrine, on parlait théologie. Quelle était l'obsession, le combat obsessionnel des jansénistes du siècle? Alors je pense que c'était déjà la même chose au siècle précédent, mais je vais vous parler de celui-là. Ils ont comme obsession de chasser, pourchasser et vaincre les jésuites. Ils ont une haine obsessionnelle des jésuites à qui ils reprochent ce qu'ils appellent leur morale relâchée. C'est-à-dire que les jésuites que nous avons, nous, avec le recul de 200 ans de laïcité, dont nous avons une vision non pas rigoriste, mais à tout le moins sévère, à l'époque, ils avaient une image rigoureusement inverse. Ils avaient une morale relâchée. C'est-à-dire que ce que revendiquent les jansénistes, c'est une morale rigoriste. On a toujours trop de plaisir, il faut toujours se priver du maximum. Les jésuites, disaient les jansénistes à l'époque, donnent l'absolution à des pécheresses qui vont danser le jour où elles ont reçu le Saint Corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, c'est le dimanche. Si les paysannes ne vont pas danser le dimanche, elles vont danser quel jour? Les autres jours, elles travaillent. Donc il y a une espèce d'obsession de poursuivre de leur rigueur et d'empêcher les petites gens de profiter de leur loisir et de leur vie, tout en restant de bons chrétiens. Hein. Le paysan du XVIIIe siècle est un bon chrétien, est un bon catholique. Et il y a ils ont une espèce d'obsession d'interdire aux gens de profiter de la vie, et ils en profitent pour pourfendre les jésuites qui, disent-ils, ont cette morale relâchée qui les autorise à donner l'absolution à tous ces mauvais chrétiens qui, le jour où ils ont reçu la communion, vont s'amuser. Bon, alors je me permets d'insister, si on ne s'amuse pas le dimanche, on va s'amuser quand? On va pas s'amuser pendant la semaine. Voilà. Bon, je vous ai glissé au passage ce que j'en pense, mais je ne suis pas tout à fait là pour le présenter comme ça, mais j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Donc, comment font-ils pour chasser les jésuites? Eh bien, ils ont fait une chose qui a été extrêmement grave, c'est qu'à la mort de Louis XIV, qui les avait très durement pourchassés, très durement combattus, le régent, pour des questions tout à fait politiques qui n'étaient pas de l'ordre théologique, pour des questions uniquement politiques, avait rendu aux jansénistes, c'est-à-dire à la magistrature de Paris, tous les pouvoirs que Louis XIV leur avait enlevés. Les jansénistes sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire au conseil de régence organisé par Philippe d'Orléans, et la première chose qu'a fait le cardinal de Noailles en arrivant au conseil de régence a été d'interdire aux jésuites d'administrer les sacrements sur son diocèse. Alors si un prêtre ne peut pas administrer les sacrements, il peut faire quoi? C'était véritablement une façon de leur interdire d'être jésuite sur son ressort. Et il y a réussi. Il a inventé une chose. Alors il n'a pas véritablement inventé, mais disons il a mis en pratique ce qu'on appelait les billets de confession. Qu'est-ce que c'était que le billet de confession? Pour s'assurer que les jésuites n'allaient pas en douce, pendant qu'on ne regardait pas, administrer les sacrements qu'on leur avait interdit d'administrer. Quand un paroissien était mourant, on lui demandait, avant de lui administrer les sacrements, de fournir un billet sur lequel se trouverait le nom de son confesseur. Si le confesseur en question était jésuite, et on ne pouvait pas l'administrer, il fallait qu'il en trouve un autre. Ce qui était une façon véritablement absolument tyrannique d'interdire aux jansénistes d'exercer sur le diocèse. Alors, les jansénistes croyaient aux miracles et ils ont organisé des faux miracles. C'est la partie la plus honteuse de ce jansénisme du XVIIIe siècle. Pour avoir le dernier mot, parce qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir sur le plan des idées, ils ont organisé des singeries absolument abominables qui s'appelaient les miracles de Saint-Médard sur la tombe d'un prétendu saint qui était en fait un type piquelouche. Qui se faisait, il était confié en dévotion, il en est mort d'ailleurs, il se mettait des cilices, il se fouettait, il se battait, etc. Et il demandait à avoir l'exclusivité de l'éducation des petits-enfants des paroissiens. Moi je leur aurais pas confié mon petit frère, vous je sais pas. Mais toujours est-il que ce diacre Paris était mort prétendument en odeur de sainteté. Et les paroissiens, enfin les paroissiennes, non, les bonnes amies de messieurs du Parlement qui allaient sur sa tombe étaient, paraît-il, prises de convulsions et de soubresauts miraculeux. Et on a fait croire comme ça pendant des mois, et même ça a même duré quelques années, que sur la tombe du diacre Paris avaient lieu des miracles. Et la magistrature janséniste s'est faite là la complice de ces singeries qui étaient vraiment absolument odieuses. Je dis bien c'était des singeries et c'était plus grave que ça. D'abord c'était des exhibitions à caractère sexuel incontestable. C'était vraiment absolument affreux. Les filles se dénudaient, elles poussaient des cris. Pour les faire arrêter de pousser des cris, ils leur envoyaient des coups, ils les torturaient. Ça a été un spectacle de la dernière abomination.
Quand le cardinal de Fleury, ça c'était après la Régence, hein, le cardinal de Fleury, c'est fin des années 20, début des années 30, a fait fermer le cimetière de Saint-Médard pour arrêter les singeries. Les jansénistes ont dit, ils ont écrit sur le fronton de l'entrée du cimetière, par ordre du roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Alors, ça fait rigoler les gens qui ont envie de rigoler, mais c'est rigoureusement insultant pour une autorité royale qui est entièrement dans son devoir de raison et d'ordre public, de faire arrêter c'est pas des imbécilités, c'était vraiment c'était des abjections. C'était des abjections publiques dans lesquelles de pauvres filles qui n'étaient pas toujours très saines d'esprit acceptaient de se faire torturer, fouetter par des pervers. Enfin, c'était vraiment absolument abominable. Et ça a été, dans ces années-là, le quotidien de tout ce monde janséniste qui tenait la dragée haute au roi, qui tenait la dragée haute à l'église et qui voulait absolument imposer leur rigorisme et leurs obsessions. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'était que le monde des jansénistes? C'était majoritairement, pas du tout exclusivement, mais majoritairement, le monde de la magistrature. Voilà. Les juges du Parlement de Paris et également les juges du tribunal du Châtelet et également de la Tour des Aides et de la cour de ceci et de la cour de cela étaient essentiellement, c'est là essentiellement qu'on recrutait les jansénistes. Alors pas uniquement, vous aviez des avocats jansénistes, vous aviez des hommes d'affaires jansénistes, vous aviez des gens du petit peuple janséniste, et j'en ai rencontré au cours de mes recherches d'éminemment sympathiques, c'est-à-dire de gens du peuple qui vivaient la rigueur janséniste avec beaucoup de dévotion et de sincérité, et pas du tout pour en profiter, alors que les magistrats jansénistes avaient la réputation, et il y a pas mal de textes qui ont circulé là-dessus, qui disaient « le magistrat janséniste vous reçoit la tête penchée, et dès qu'il est sorti, il va dans un carrosse doré, il va voir il va voir les putains, etc. » Enfin, c'était un petit peu une image d'une affreuse hypocrisie. Pascal était janséniste. Pardon? Pascal. Oui, tout à fait, mais c'était le siècle précédent. Hein. C'était le siècle précédent. Je vous parle du XVIIIe siècle, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Racine aussi était janséniste. Voilà. Alors, ces magistrats jansénistes sont la partie la plus riche de France. Les plus beaux châteaux sont à eux, les plus beaux hôtels particuliers de Paris et d'autour, enfin puisque nous parlons de Paris, mais on pourrait parler d'ailleurs, mais je vous parle là spécifiquement de Paris puisque c'est là que ça se passe. Les plus beaux hôtels particuliers que vous pouvez voir encore aujourd'hui sont les hôtels particuliers des magistrats. Ils sont la partie de la noblesse qui gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils rendent la justice au nom du roi et que cette justice est payante. Et que rendre la justice, ça paye. Voilà. Donc, leurs querelles, les querelles des jansénistes, touchent toutes sur la grâce et sur le pouvoir. Mais on ne dit pas le pouvoir, on dit faire comprendre à Sa Majesté que Sa Majesté se trompe et qu'on va lui expliquer comment il faut faire qu'elle fasse bien. Mais le fond des querelles, ce sont des querelles sur la grâce, ce sont des querelles d'ordre théologique. Alors, au début, quand je suis arrivé à étudier ces choses-là, je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse se disputer sur la grâce. Et en fait, c'est essentiel. Parce que de deux choses l'une, et vous allez comprendre, toute la politique en découle, soit Dieu donne la grâce à tout le monde et les hommes sont égaux devant Dieu, soit Dieu donne la grâce à certains, à qui il veut, et là, nul rachat n'est possible, on est élu dès la naissance et on a le droit de dominer qui on veut. Et c'est l'équivalent du protestantisme. C'est la prédestination, c'est l'élection divine à la naissance, c'est désespérant, c'est une théologie absolument désespérante. Si vous n'êtes pas élu, il n'y a rien à faire. C'est rigoureusement anti-catholique. C'est anti-catholique. Mais les jansénistes ne prétendent pas vouloir rompre avec le catholicisme. Pour eux, le pape ne les a pas compris. Le pape a mal interprété ce qu'il voulait dire. Non, c'est pas ça que sa sainteté a compris. Donc le roi se trompe tout le temps, le pape se trompe tout le temps. C'est eux qui savent. Voilà. Leur arène, c'est la Sorbonne, la faculté de théologie au cœur de Paris. C'est eux qui la tiennent. Voilà. Et comme ils sont magistrats, ils ont la possibilité de bloquer la machine judiciaire et un roi ne peut pas être roi si la justice n'est pas rendue en son nom. C'est à ça qu'il sert. La fonction première du roi, c'est de rendre la justice à ses peuples. Et il le dit tout le temps. Voilà. Or, la justice, elle est rendue par des magistrats qui la rendent en son nom et en son absence et qui font ce qu'ils veulent.
qui font ce qu'ils veulent. Tout le siècle de Louis XV sera empoisonné, depuis la mort de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, par ces querelles absolument insensées d'une magistrature qui croit qu'elle est là pour donner des leçons aux autres, alors que rien, ni historiquement, ni juridiquement, rien ne justifie leurs prétentions. S'ils arrivent à appliquer leurs prétentions, c'est qu'ils sont très forts et qu'ils sont très bien organisés et que vraisemblablement le roi ou les rois, puisqu'on peut dire Louis XV et Louis XVI, sont beaucoup trop débonnaires et ont beaucoup trop belles manières pour les amener à raison. Louis XIV, il avait été, il savait pas bricoler, hein, il les avait fait enfermer, il a dit maintenant on arrête, c'est moi qui commande. Et ça n'était déjà plus ce qui se faisait à l'époque de Louis XV et Louis XVI. Mais enfin, disons Louis XV, puisque c'est de la période Louis XV dont il s'agit. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les Lumières? On ne voit pas le rapport, hein, sauf que c'est à la même époque. Les Lumières, c'est un mouvement intellectuel qui se veut émancipateur. C'est un mouvement rigoureusement laïque. Dans les Lumières, vous n'avez pas de prêtre, vous n'avez pas de querelles ecclésiastiques, on ne parle pas de sacrement, on ne parle pas de la grâce. On parle de la lumière et de la raison. La religion, on s'en moque. Alors, on est prudent, on ne s'en moque pas ouvertement, on ne s'en moque pas publiquement, mais on sait s'en moquer entre soi, on sait se reconnaître, on sait s'envoyer des bonnes blagues et se dire quand on termine ses courriers, et ça concerne essentiellement Voltaire, écrasons l'infâme, l'infâme c'est l'Église, ne vous inquiétez pas, ne vous y leurrez pas. Le but des Lumières, c'était de renverser l'Église et ils y ont réussi puisque la Révolution est passée par là. Donc la religion, on s'en moque et Voltaire, par exemple, se moquera abondamment et à juste titre des singeries du cimetière de Saint-Médard. Voilà. En plus, Voltaire, il avait deux raisons pour une de se moquer des singeries de Saint-Médard, c'est qu'il avait un frère qui en faisait partie. Alors je ne sais pas ce que faisait le frère de Voltaire au cimetière de Saint-Médard, je ne sais pas dans quelle mesure il a participé, mais effectivement, le frère de Voltaire était janséniste, et c'était à cette époque-là, et il n'était pas très fier d'avoir un frère qui donnait sa caution à des imbécilités, et surtout à des spectacles d'un scabreux, c'était vraiment abominable. L'affaire des convulsionnaires, on appelait ça les convulsionnaires de Saint-Médard, c'est vraiment une tâche sur cette partie du siècle. Voilà. Alors, pour qui se battent les Lumières? Eh bien, on se bat pour l'économie. L'économie, c'est une notion nouvelle. L'économie, c'est, on vient d'inventer l'économie. Alors, on écrit ça O-E, économie, hein, comme écuménique. Hein, j'ai connu un type qui voulait me contredire et qui a parlé du journal écuménique. Il ne savait pas lire. C'est moi qui avais raison en l'occurrence. Donc, l'économie, c'est à cette époque que ce sont les Lumières qui inventent le terme et on va raisonner la société en fonction de données rationnelles. Et c'est la raison, c'est plus la grâce. Là, on ne se bat plus pour la grâce ou pour les sacrements, on va se battre pour la raison et pour l'intelligence, mettre l'intelligence et la raison au pouvoir. Donc, trois noms, on peut résumer, admettons, trois noms essentiels pour parler de cette époque et définir ce qu'ont été les Lumières. François Quesnay, qui a inventé laisser-passer. Vous avez Gournay qui a inventé laisser-faire et Voltaire qui a fait la promotion de tout ce monde-là. Voilà, ce sont les trois noms principaux, il y en a beaucoup plus. C'est quoi les Lumières? C'est avant tout Diderot, l'encyclopédie. L'encyclopédie, le gros dictionnaire qui va dire pour la première fois, on va pouvoir faire le catalogue de tous les savoirs et de toute l'intelligence du siècle et grâce à nous, alors ne nous y trompons pas, l'encyclopédie c'est un projet maçonnique, c'est sûr, c'est clair, on a les noms, on sait qui. L'encyclopédie c'est un projet maçonnique. Au moment où Diderot, qui a été recruté par un monsieur qui s'appelait Le Breton, et qui, est-ce que c'est Le Breton qui l'a, enfin Le Breton faisait partie de la chose, je ne sais plus, peut-être que je dis une bêtise au niveau de la personne qui a recruté Diderot, mais le projet était de demander à Diderot de faire un dictionnaire de l'ensemble des savoirs avec lesquels, devinez quel était l'objectif, ben, c'était également d'écraser l'infâme, on ne le dit pas mais on va le faire. Au début de la sortie de l'encyclopédie, quand ils ont préparé leur prospectus et qu'ils ont annoncé au public ce qu'allait être l'encyclopédie, les jésuites ont applaudi à deux mains en disant c'est magnifique, c'est très beau. Quand les premiers articles sont arrivés et qu'on s'est rendu compte de ce qu'était la teneur de l'encyclopédie, les jésuites ont dit halte là, ils ont essayé d'alerter Sa Majesté et c'est là que a pu commencer tout le cirque consistant à faire croire que l'Église s'est dressée contre l'élaboration d'un savoir accessible à tout le monde alors que c'est exactement l'inverse. C'est l'encyclopédie qui s'est dressée
dressé à partir d'un savoir réservé à une élite contre le savoir pour tous. En l'occurrence, le savoir pour tous tel qu'il était diffusé par les jésuites. Voilà. Ce qu'il y a, ce qu'on peut dire de commun d'emblée entre les rigoristes jansénistes et les gens des Lumières, c'est qu'ils détestent les jésuites autant les uns que les autres. Les jésuites pour les Lumières, ce sont les représentants honnis d'une religion honnie. Alors j'insiste, on ne disait pas qu'on détestait la religion, on disait à l'époque qu'on défendait la vraie religion, on ne se serait pas permis. Mais je vous assure que les attaques, c'était de s'en prendre à l'Église et à ses représentants les plus brillants, les plus à même de se défendre ou de défendre l'Église, en l'occurrence les jésuites. Les Lumières se sont également battus, ce sont eux qui le disent, pour la justice. Alors, vous avez des noms qui reviennent, comme une scie, chaque fois qu'on parle du siècle des Lumières. Vous avez l'affaire Calas, vous avez l'affaire Labarre, vous avez l'affaire Sirvin. Vous avez toutes ces affaires touchant au combat de Voltaire pour rectifier des injustices flagrantes. Une étude un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu approfondie de ces cas-là, vous apprendra, j'ai écrit un livre là-dessus, sur Voltaire, une imposture au service des puissants, que Calas avait tué son fils, que Sirvin était rien moins qu'innocent, et surtout que le chevalier de Labarre, non seulement il n'a pas été exécuté par l'Église, mais il a été exécuté contre l'Église, par les magistrats anticléricaux, pour faire du tort à l'Église, voilà. Donc tout ça, tout ce cirque consistant à présenter les Lumières comme des gens qui combattaient pour la justice, c'est un mensonge absolument éhonté, mais à l'époque, c'est au moins ce qu'ils disent, c'est comme ça qu'ils aiment se présenter, et incidemment, c'est comme ça qu'on continue de les présenter, jusqu'à ce qu'on fasse une rectification historique de tous ces mensonges-là, on continue de croire que Voltaire s'est battu pour la tolérance et la justice, alors que c'est exactement l'inverse. Ça n'est pas non seulement faux, c'est l'inverse, c'est le contraire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le monde des Lumières? C'est le monde de la bourgeoisie montante. Il y a dans les Lumières quelques particules. Pas trop. Les Lumières, c'est quand même essentiellement des gens sans particules. C'est la bourgeoisie montante, la bourgeoisie marchande, la bourgeoisie qui a de l'argent et contre laquelle, en direction de laquelle, un certain nombre de nobles qui ont perdu des fortunes vont vouloir se rapprocher. Les nobles courent après l'argent des bourgeois qui eux-mêmes courent après les particules de la noblesse. Il y a des rapprochements qui se font comme ça. Mais globalement, les Lumières est un mouvement qui éclot et qui se trouve bien dans le monde de la bourgeoisie. Voilà. On raisonne sur la raison, on ne parle pas de la grâce. Les encyclopédistes se moquent du tiers comme du quart, de savoir si Dieu a donné la grâce aux uns ou aux autres. Ce qui les intéresse, c'est la raison. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas si éloignés que ça les uns des autres. Les encyclopédistes, le mouvement des Lumières, a été très proche de la cour. Ils avaient leurs entrées à Versailles. Par l'intermédiaire de qui? De Madame de Pompadour. Voilà. Alors, savoir que Madame de Pompadour était encore une toute petite fille, qu'elle était déjà destinée par le milieu financier dans lequel elle avait vécu à devenir la maîtresse du roi. Elle était encore petite fille, qu'elle était programmée pour devenir la maîtresse du roi. Tout a été fait pour qu'il se rende compte, pour qu'elle ait l'éducation qui était susceptible de le séduire, etc. etc. Et c'est la Pompadour, une fois qu'elle était dans la place, qui a ouvert les oreilles du roi à une bienveillante attitude vis-à-vis de ce mouvement nouveau qui s'appelait les Lumières. Voilà. Donc c'est certain, vous avez des très beaux portraits de la Pompadour où on la voit mettant la main sur l'encyclopédie, Alors, les jansénistes évoluent dans une ambiance religieuse qui se réclame d'une certaine bigoterie, et les Lumières, eh bien c'est l'inverse. On se réclame d'une ambiance anti- ou a-religieuse où le plaisir est considéré comme un droit. En tout cas, un droit pour eux. Peut-être pas un droit pour tout le monde, mais le droit au plaisir, le droit de s'amuser. Vous avez, Voltaire a écrit un poème qui s'appelle Le Mondain, qui est assez évocateur de ce que c'était que l'idéologie qui avait cours dans ce milieu-là. Jouissons de la vie, jouissons, jouissons, jouissons. Le professeur Xavier Martin a écrit, alors je ne peux pas vous dire quel est le livre dans lequel il en parle, mais véritablement, il a dressé un portrait de ces lumières jouissives et égoïstes qui est absolument accablant pour le mouvement, accablant sur le plan moral, entendons-nous. Alors, quel lien peut-il y avoir entre jansénistes et jésuites? Eh bien, je vais vous raconter une chose absolument vérifiée et vérifiable qui concerne leur haine des jésuites. Vous avez certainement entendu parler de l'attentat de Damiens.
Damien, en 1757, est un domestique âgé de 42 ans qui, de façon tout à fait incompréhensible, un soir, que c'était le soir des rois, de l'épiphanie, comme si je connaissais pas, c'est l'émotion. Le soir de l'épiphanie, le roi sort du château de Versailles dans la cour de marbre et il est attaqué par un monsieur qui s'appelle Damien, Robert-François Damien. On arrête Damien et immédiatement, qui a pu armer le bras de Damien? C'est-à-dire que tout va être envisagé, sauf que Damien a pu armer son bras tout seul, c'est-à-dire qu'il était assez grand, qu'il a pris un couteau et qu'il est allé, pour des raisons qui lui sont propres et que vraiment, alors j'ai étudié par cœur dans tous les moindres détails le dossier Damien, on s'est gardé de lui demander pourquoi il avait fait ça, et si on lui a demandé, je vous rassure, on a retiré les questions et toutes les réponses. On ne voulait surtout pas savoir pourquoi Damien avait fait ça. Par contre, ce qu'on a fait immédiatement, c'est qu'on est allé accuser les jésuites d'avoir armé son bras. Voilà. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le siècle est vraiment, véritablement à ce moment-là, la guerre bat son plein entre jansénistes, pro-jansénistes et pro-jésuites, à partir du moment où la guerre est allumée, si un événement comme ça se produit, il faut que ça soit forcément la faute de l'un ou de l'autre. Alors, est-ce que ça peut être les jansénistes? Alors, bon, est-ce que les jansénistes, est-ce que la magistrature peut avoir intérêt à se débarrasser du roi? Réponse non. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils le mènent comme ils l'entendent, ils lui font grève sur grève. Ils n'ont pas intérêt à voir arriver derrière le on ne peut pas dire débonnaire, parce qu'il n'était pas que débonnaire, il avait aussi de l'autorité, mais je veux dire, il avait un respect d'un certain nombre de manières dont les magistrats usaient et abusaient tout le temps. Il n'avait certainement pas intérêt à en voir arriver un autre qui pourrait être aussi autoritaire qu'avait été le prédécesseur de Louis XV. Donc il n'y a pas d'intérêt du tout à la magistrature janséniste ou au parti janséniste de tuer ou d'attenter à la vie de Louis XV. Donc si c'est pas les uns, c'est les autres, donc c'est les jésuites. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi circuler? Il n'y a rien à voir. Il en faut un. J'ai trouvé, en cherchant, dans le portefeuille d'Argenson, qui était d'Argenson? D'Argenson, c'était un ministre d'État, secrétaire d'État de la guerre, surintendant des postes et relais de France. Un des principaux ministres de Louis XV à l'époque. Il y avait Machaut d'Arnouville, il y avait d'Argenson, il y en avait quelques-uns comme ça. Vous aviez Philippot. C'était un des 3 ou 4 personnages les plus importants du Conseil du roi. On trouve dans son portefeuille, c'est-à-dire dans ses papiers personnels, je suis allé chercher ça à la bibliothèque de l'Arsenal, une feuille manuscrite datée du 5 mars 1757. L'attentat de Damien a eu lieu le 6 janvier. 5, 6, 2 mois avant. 6 janvier, 5 ou 6 janvier 1757. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, s'il est né, on parle de Damien, et s'il a vécu comme on l'assure dans une condition basse, il est évident que par cela seul, que ce n'est qu'un émissaire d'ennemis secrets qui lui ont communiqué leur fureur. Un homme sans nom et sans état dans la société civile ne peut avoir aucune sorte de mécontentement personnel qu'il est armé contre le roi. Les considérations que je viens de vous lire sont des considérations que dans son fort intérieur, ou en tout cas dans son cabinet, le comte d'Argenson écrit, ou à tout le moins lit pour lui-même. Il n'est pas possible que Damien ait agi par lui-même. À propos des opposants à la bulle, c'est-à-dire les jansénistes, la bulle Genitus, c'était la bulle du pape qui avait la bulle de 1713, qui avait condamné le jansénisme comme hérétique. Donc tous les pro-jansénistes étaient opposés à la bulle. Donc ce que nous dit d'Argenson à propos des opposants à la bulle, ils ne sont d'ailleurs unis par aucun lien qui annonce une association dangereuse. Donc il élimine l'hypothèse que ce soit les jansénistes qui est armé, celui qui ne peut pas s'être armé tout seul. D'accord ? Et il continue. On ne persuadera jamais au public qu'un homme d'une condition servile, qu'un laquais, il était valet, hein, Damien, se soit déterminé par malice propre, sans impression venue d'ailleurs. Donc le raisonnement continue, ça peut pas être lui, ça peut pas être les jansénistes, et le public ne croira pas qu'il ait fait ça tout seul. Moralité, il faut trouver des complices, ça va être, vous avez compris, il dit, à propos des jésuites, il serait temps que cette société, née pour la destruction comme on le présagea dès son berceau, fût réduite enfin à l'impuissance de nuire. C'est-à-dire que ce que nous dit d'Argenson là, dans ce texte, daté du 5 mars 1757, c'est que non seulement c'est les jésuites, mais on va en profiter pour s'en débarrasser, parce que ça commence à bien faire.
Et on a là affaire à un proche du roi. Et le roi n'a jamais pris position contre les jésuites. C'est un très très proche de Louis XV d'Argenson. Et il dit, je ne crois pas que les prétendus jansénistes craignent le succès de l'information la plus exacte. Même le public paraît n'avoir à ce sujet aucun soupçon sur leur compte. C'est-à-dire, on ne pourra pas charger les jésuites, les jansénistes, le public ne le croira pas, on peut charger la mule, on peut y aller. Allons-y, ça va être les jésuites, on peut y aller. D'Argenson, à ce moment-là, était directeur de la librairie et protecteur des philosophes et ami de Voltaire. D'Argenson avait fait ses classes au collège Louis-le-Grand sur les mêmes bancs que Voltaire. Donc d'Argenson étaient deux frères, Marc-René et Marc-Pierre, appelons-les René et Pierre. Ils étaient contemporains à un an près de Voltaire et ils avaient fait leurs humanités au collège Louis-le-Grand chez les jésuites qui leur avaient tout appris et ça ne les a pas empêchés de se retourner de la façon que je vous raconte. Voilà. Alors, refermons le dossier d'Argenson et maintenant lisons ce qui circule au même moment dans Paris, sous la signature d'un certain Pierre-Jean Groslay, qui fait circuler, imprimé, donc avec le privilège d'imprimerie, des réflexions. Et voilà ce que dit ce Groslay. S'il est vrai, comme on l'assure, que le coupable est né et a vécu dans une basse condition, il est évident par cela même qu'il est l'émissaire d'ennemis secrets qui lui ont communiqué leur folie, car un homme sans nom et sans valeur dans la société ne peut avoir éprouvé aucune sorte de ressentiment personnel qui ait pu l'armer contre le roi. Par ailleurs, rien ne montre qu'il ait été vénal ou séduit. C'est exactement le même raisonnement que celui d'Argenson. C'est pas au même endroit, c'est pas le même lieu, c'est pas exactement les mêmes mots, mais c'est là exactement la même idée. Et à propos des jésuites, Groslay écrit, et donc publie, « Ceux qui seront chargés de l'information contre l'assassin ont-ils besoin d'être avertis de toute l'habileté des jésuites pour cacher leur coup ? Moins il y aura de marques de complot, moins il sera aisé de découvrir les traces ou de les suivre jusqu'à leur source, plus on doit craindre que ce ne soit l'ouvrage de génie profond en malice. » C'est-à-dire, vous ne trouvez pas de preuves contre les jésuites, eh ben c'est la preuve que c'est eux. C'est ça que ça veut dire. Ce qui semblerait d'abord des indices peut n'être que les leurs préparées pour détourner ailleurs les soupçons. Il serait aisé d'appliquer cette réflexion à plusieurs circonstances de cet événement. Ça, c'est la preuve par l'absence de preuve. Donc, c'est le même esprit que d'Argenson, c'est-à-dire on va charger les jésuites avec presque mot pour mot les réflexions sur jamais le public ne croira que Damien ait pu agir tout seul, donc allons-y, chargeons la mule. Et ça, c'est Groslay qui se trouve être, je vous le dirai dans 5 minutes. Ensuite, on trouve à la même époque, sous la signature de Lepage, signature le 5 mars, Lepage, dont toutes les archives sont aux archives de Port-Royal, là, rue... pas loin, c'est dans le 14e, je crois, les archives de Port-Royal. Si vous voulez aller faire un tour aux archives de Port-Royal, on est magnifiquement reçus. Ce sont des gens tout à fait gracieux et aimables. Et c'est eux qui ont toutes les archives de Louis-Adrien Lepage, qui était le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques. C'est le chef de toute la coterie pro-janséniste de Paris, de France et de Navarre. Lepage, c'est le scripteur des Nouvelles Ecclésiastiques et le maître d'œuvre de toute campagne contre les jésuites et pour les jansénistes. Il écrit le 5 mars, même date que d'Argenson, que Damien ne pouvait pas avoir agi seul et avait été de longue main lié aux jésuites. Ce que Louis-Adrien Lepage écrit dans ses notes, ce sont des notes, ce n'est pas des publications, ce sont des notes, ce sont des brouillons pour lui. Il gardait tout. Il écrivait 3 mots, il prenait le papier, il le mettait... Tout ça, c'était classé absolument magnifiquement. Donc, il écrit pour lui, mais il prépare en fait ses arguments pour les campagnes à venir, que Damien avait été de longue date lié aux jésuites. C'est un mensonge. C'est-à-dire que Lepage est tellement menteur qu'il arrive à se mentir quand il n'y a même pas de public pour lire ses mensonges. Mais il prépare, je vous dis, ses arguments. Damien, en arrivant à Paris, il était originaire d'Artois. En arrivant à Paris, il était entré effectivement comme valet au collège des jésuites. Et sur ses 20 ans de carrière, il restait 2 ans. Et tout le reste du temps, il était chez les jansénistes. En l'occurrence, dans la magistrature. Essentiellement dans la magistrature. Pas uniquement, mais essentiellement. Donc là, il ment. Il dit on va charger la mule, on va dire c'est chez les jésuites qu'il a reçu les influences qui l'ont mené à commettre son attentat. Et qu'est-ce qu'il explique Lepage? La preuve que ce sont les jésuites, écoutez bien,
La preuve que les jésuites étaient coupables était qu'on ne réussissait pas à trouver des preuves de leur culpabilité. Eux seuls étaient capables de se dérober ainsi à la justice. Qui d'autre qu'eux était assez fort pour corrompre et intriguer à ce point? Moins il y a de preuves, plus il y a de preuves. C'est un raisonnement paranoïaque, mais c'est pervers. C'est pervers. Ces gens-là réussiront à interdire les jésuites. On trouve dans le portefeuille du ministre, proche de Louis XV, sous la plume d'un ami des Lumières. Groslay était un correspondant de Voltaire. J'ai trouvé des lettres de Voltaire à Groslay, le félicitant de ce qu'il a fait, de ce qu'il a écrit, et ceci et cela. Et correspondant de Voltaire et également de l'encyclopédie. Groslay a écrit pour l'encyclopédie. Groslay est un homme des Lumières. Et du rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques, les mêmes arguments. Les Lumières, le gouvernement, enfin, proche de Louis XV et les Nouvelles Ecclésiastiques, c'est-à-dire les jansénistes, développent les mêmes arguments. Je ne vais pas vous raconter ici le procès d'Amiens que j'ai étudié en long, en large et en travers. Tout le procès d'Amiens n'est qu'une énorme tromperie, et du roi et du public. Tout a été faussé, truqué, bidouillé, falsifié, c'est une honte. J'ai même trouvé des faux enregistrements au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris a scellé, écrit à la main, scellé et signé des faux. Faux sur la date, faux sur le chiffre, faux sur les... C'est absolument monstrueux. Et ça, c'est ce qu'a fait le Parlement de Paris pour noyer le poisson concernant l'affaire d'Amiens. L'idée était, pour se dédouaner et pour qu'on n'aille pas chercher du côté de ce qui les dérangeait, de faire porter le chapeau aux jésuites. C'était trop pratique. Donc là, première remarque concernant l'alliance, on peut dire, objective entre les uns et les autres. Voilà. Alors la suppression des jésuites. Qui a obtenu la suppression des jésuites? Eh bien c'est un certain Louis-René de Caradoc de la Chalotais, procureur général au Parlement de Bretagne, qui s'y est collé. Il a décidé qu'il les aurait. Si quelqu'un était janséniste, c'est bien lui. Alors d'une part parce que le Parlement de Bretagne était janséniste, mais lui tout particulièrement. Voilà. En 1762, alors l'attentat d'Amiens c'était 57, en 1762, il présente au Parlement de Bretagne 2 comptes rendus des constitutions des jésuites, avec lesquels il va démontrer qu'il faut supprimer l'ordre de la Compagnie de Jésus. Voilà. Et il va obtenir ça. Alors, à l'origine, je n'entre pas dans les détails parce que c'est très très compliqué, mais il y a eu une faillite dans laquelle d'ailleurs les jésuites étaient beaucoup plus victimes que autre chose. Et largement, en plus de ça, c'était la guerre de 7 ans. Faire des affaires, affréter des bateaux en période de guerre, bon, vous risquez vraiment de perdre gros, et ça avait été le cas. Donc sans entrer dans les détails, la faillite, une faillite qui était retombée sur un jésuite qui s'appelait Lavalette, a fourni l'occasion à La Chalotais de préparer son compte-rendu sur les constitutions des jésuites. Il est allé chercher les constitutions d'établissement des jésuites. Il les a passées à la moulinette de sa haine, enfin de ce qu'il a, admettons, ce qu'il appelait lui son sentiment de la justice, et il a obtenu la suppression des jésuites. La Chalotais a obtenu la suppression des jésuites. Les jésuites ont été interdits en moins de 3 ans suivant ce compte-rendu au Parlement de Bretagne. Il a obtenu de fermer 111 collèges, 9 noviciats, 21 séminaires, 4 maisons professes, 8 missions, 13 résidences, et de les faire interdire en tant qu'ordre, de séquestrer tous leurs biens et de les expulser du royaume. Voilà, là, les jansénistes ont gagné, merci monsieur La Chalotais. 12 000 exemplaires du compte-rendu de monsieur La Chalotais se sont enlevés à Paris comme des petits pains en quelques semaines. Voltaire, de Genève où il était à l'époque, a annoncé en mai qu'il éditait les comptes rendus des constitutions des jésuites de monsieur La Chalotais pour les faire diffuser autour de lui. Les jansénistes ont gagné. Qui va triompher? Les Lumières. Les jansénistes ont gagné, les Lumières triomphent. On trouve dans... Alors, les Lumières et l'encyclopédie. Voltaire n'était pas collaborateur de l'encyclopédie. Il était un peu leur mentor, mais il ne collaborait pas directement avec l'encyclopédie. Mais enfin, il faisait quand même partie de la coterie. Et il a écrit, au moment de la publication des constitutions des jésuites, que les constitutions des jésuites, il a vanté cet ouvrage en disant que
C'était un ouvrage qui s'élevait contre les constitutions des jésuites et le fanatisme qu'elles renferment et contre la barbarie de l'éducation française. Ce que Voltaire vante dans cette publication, c'est que grâce à la Chalotais, on peut dénoncer la barbarie du système d'éducation tel que les jésuites l'avaient promu à travers toute la France. Nous y reviendrons. Diderot, lui, dans l'encyclopédie, va écrire lui-même, alors pas lui-même tout seul, mais lui-même de toute façon, a signé cet article. Il a signé l'article à J comme jésuite. Alors, je vous recommande, c'est très facile d'accès, vous avez certainement tous Internet maintenant. Vous ouvrez l'encyclopédie Lexilogos et vous allez chercher dans Lexilogos, encyclopédie Diderot d'Alembert et vous appuyez sur J comme jésuite. Et vous allez voir tout ce que je vous raconte. À l'article jésuite, Diderot écrit, alors je vous en une toute petite partie, bien évidemment, il y en a des tartines, je vous en ai extrait quelques-unes. Il écrit « Aux vœux d'obéissance faits au pape, les jésuites joignirent ceux de pauvreté et de chasteté qu'ils ont observés jusqu'à ce jour, comme on sait. » Comment ça s'appelle, ça? De la médisance, de l'insinuation calomnieuse. S'il y avait eu contre les jésuites la moindre imputation d'affaires de mœurs dans leur collège, vous pensez bien que ça serait su. Les magistrats jansénistes avaient suffisamment d'informateurs, ils étaient suffisamment procéduriers, s'il y avait eu la moindre plainte, ils l'auraient instruite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc dans les collèges, les jésuites ont été... Alors, je ne peux pas dire qu'ils ont été remarquables en tout, parce que je crois qu'ils ont été assez violents dans leur... il y a différentes dénonciations qui ont été faites, qu'ils étaient violents dans leur correction, mais il n'y a pas d'affaire de mœurs. Il n'y a pas d'affaire de mœurs chez les jésuites. Ou alors, leurs pires ennemis les ont savamment cachés, on ne voit pas à quel titre. Il écrit, en 1641, il fait l'historique des abominations faites par les jésuites, en 1641, ils allument en Europe la querelle absurde du jansénisme qui a coûté le repos et la fortune à tant d'honnêtes fanatiques. Fanatique à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'est inspiré. Donc, ce que Diderot nous écrit, c'est que la querelle janséniste a été allumée par intolérance par les jésuites. Mais attendez, c'est pas les jésuites qui ont interdit le jansénisme, c'est le roi. C'est-à-dire qu'en présentant les choses comme ça, ils font du roi la marionnette des jésuites. Est-ce que vous croyez que c'est crédible? Est-ce que Louis XIV était la marionnette des jésuites? Ça n'est évidemment pas crédible. D'autre part, s'en prendre aux jansénistes dans cette querelle de la Constitution Unigenitus, de la bulle Unigenitus, c'était leur reprocher de vouloir que Jésus soit mort sur la croix pour les uns et pas pour les autres. Je veux dire, le fondement du catholicisme, c'est quand même de dire que Jésus est venu pour tous les hommes. Et pour les jansénistes, non, pas pour tous les hommes, juste pour nous. Pour les autres, non. Donc il est bien évident que dans cette querelle, en écrivant ça, Diderot prend parti pour les jansénistes. Ce qui est absolument inadmissible. Je vais vous citer Saint-Cyran, le fameux Saint-Cyran du début du mouvement. Il écrivait, écoutez bien, « La prédestination n'est rien que l'amour éternel que Dieu porte à certains enfants d'Adam, après les avoir vus tous tomber dans la damnation par le péché de leur père, y laissant les autres et n'ordonnant rien pour eux que l'enfer qu'ils ont mérité. » C'est ça le jansénisme. Dieu donne la grâce à ceux qu'il a élus et les autres seront damnés sans rien pouvoir y faire. C'est totalement contraire à la doctrine catholique. C'est clair, c'est anti-évangélique. Et il est dit, vous voyez par là l'obligation qu'ont à Dieu ceux qui se sauvent, de les avoir séparés avant qu'ils fussent nés de la compagnie des autres hommes. Les jansénistes sont élus dans le ventre de leur mère. C'est une monstruosité par rapport au dogme catholique. Et c'est ça que le pape a condamné, et c'est ça que Louis XIV a condamné, et c'est ça que ces gens défendent. Et qui prend la défense là des jansénistes? C'est Diderot. C'est Diderot qui reprend ça. Il écrit en 1709, leur basse jalousie détruit Port-Royal. Attendez, encore un coup. C'est Louis XIV qui a fait détruire Port-Royal. C'est pas les jésuites. C'est Louis XIV qui commandait. Et pourquoi dire que c'était par basse jalousie? Comment ça, jalousie? Qui était au pouvoir? Qui avait l'oreille du roi? C'était les jésuites. C'était pas les jansénistes. Si les uns devaient être jaloux des autres, c'est l'inverse. Et pas dans ce sens-là. Donc, Diderot ment. Il ment.
Il écrit en 1713, ils appellent de Rome cette bulle Unigenitus qui leur a servi de prétexte pour causer tant de mots, au nombre desquels on peut compter 80 000 lettres de cachet. J'ai pas compté le nombre de lettres de cachet, je n'en sais rien. Alors là, je sais pas ce que ça. Alors là, vraiment, je ne peux pas répondre là-dessus. Mais c'est de nouveau imputé aux jésuites d'être responsables d'une décision du pape. Le pape a lu les écrits jansénistes, il a dit c'est hérétique. Le jansénisme est hérétique, le pape a pris la décision de condamner l'hérésie janséniste, et Diderot arrive en disant c'est eux qui ont tenu la main du pape. Mais c'est prendre à la fois les jansénistes pour des monstres, on a compris, mais le pape pour un pantin. Et je ne crois pas que le pape était un pantin. Et alors, il endosse totalement la version janséniste du conflit. En écrivant cet article sur les jésuites, Diderot prend fait et cause pour la version janséniste du conflit, et cette version est mensongère de A à Z. Là, je ne prends pas parti pour ou contre la grâce pour les uns et pour les autres. Ce que je peux vous dire, pour avoir vérifié, tous les arguments des jansénistes sont tous mensongers. Mensongers. Ils mentent comme ils respirent. Et alors, Diderot, toujours en 1731, un jésuite toulonnais nommé Jean-Baptiste Girard avait été accusé et relaxé dans une affaire de mœurs concernant une jeune fille âgée de 18 ans, Catherine Cadière. Alors c'est un scandale qui a eu lieu effectivement du côté de Toulon. Un jésuite a été accusé par sa pénitente d'avoir abusé d'elle ou d'avoir essayé d'abuser d'elle. Il y a eu un procès. La jeune fille de 18 ans, Catherine Cadière, a été déboutée. Le jésuite a été relaxé. Vous connaissez le raisonnement, c'est bien la preuve qu'il était coupable puisqu'il a été relaxé. Écoutez ce qu'il dit, écoutez ce que dit Diderot. L'autorité et l'argent dérobent aux flammes le corrupteur et sacrilège Girard. Il aurait voulu qu'on le brûle. Il dit que c'est par l'autorité et l'argent qu'ils ont réussi à faire échapper Girard aux flammes. Vous avez vu l'homme des Lumières qui voudrait qu'on brûle un jésuite sous prétexte qu'il est jésuite, parce que du moment qu'il a été relaxé, c'est bien la preuve qu'il était coupable. Mais c'est pas monstrueux ça. Il dit en 1755, les jésuites du Paraguay conduisent en bataille rangée les habitants de ce pays contre leur légitime souverain. Alors ça c'est magnifique. La défense que les jésuites ont prise des populations guaranis à cette époque-là a consisté à prendre les armes pour leur éviter de tomber dans l'esclavage. Et là, il dit qu'ils les ont menés en bataille rangée contre leur légitime souverain. Légitime souverain qui voulait les réduire en esclavage. Hein? Alors les Lumières, anti-esclavage, etc. En 1757, un attentat parricide est commis contre Louis XV, notre monarque, et c'est par un homme qui a vécu dans les foyers de la Société de Jésus que ses pères ont protégé et qu'ils ont placé en plusieurs maisons. Et là, on retrouve l'argument de Grollet et l'argument de Lepage, à savoir, Damien a été chez les jésuites. Donc là, on voit bien qu'ils ont les mêmes arguments, les mêmes scripteurs. C'est Lepage qui écrit tout ça, hein, vous inquiétez pas. Les informations, c'est lui qui les envoie. Je ne dis pas que c'est lui qui écrit, mais c'est lui qui donne les arguments, qui les fournit. Et il dit, à propos de l'assassinat, de la tentative d'assassinat contre Louis XV, comme ils firent en 1610, même circonstance, même conduite. C'est une calomnie odieuse. Ce ne sont pas les jésuites qui ont tué Henri IV et ce ne sont pas les jésuites qui ont armé le bras de Damien. C'est de la calomnie, calomnie, calomnie. Maintenant, voyons ce que l'encyclopédie nous dit, par ailleurs, sans parler des jésuites. Là, on va faire un tout petit bond qualitatif, vous allez comprendre. À l'article philosophe, que nous dit Diderot à l'article philosophe? La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. Vous avez compris? Vous avez compris. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit. Il croit que la maxime existe pour ainsi dire par elle-même, mais le philosophe prend la maxime dès sa source, il en examine l'origine, il en connaît la propre valeur, et il n'en fait que l'usage qui convient. C'est comme la grâce, il y a ceux qui sont intelligents, qui ont la raison. C'est les philosophes et le reste, la racaille, n'y comprend rien. C'est exactement comme la grâce, et c'est lui qui le dit, la grâce est la raison est au philosophe ce que la grâce est au chrétien. C'est-à-dire, c'est l'élaboration, la théorisation d'un élitisme, mais un élitisme de classe. Un élitisme de classe. Là, c'est pas seulement qu'il y a des gens qui sont nés avec l'intelligence et d'autres pas, c'est le philosophe est intelligent et le peuple, c'est eux qui le disent, le peuple n'y connaît rien. Et ça prépare toutes les dictatures qui vont venir. À l'article mendiant, on trouve dans l'encyclopédie gueux ou vagabond de profession qui demande l'aumône par oisiveté et par fainéantise au lieu de gagner sa vie par le travail.
L'encyclopédie considère qu'un mendiant, c'est pas un honnête homme qui a tout perdu et qui veut pas voler, c'est un cossard, c'est un flemmard. Eh bien, toute l'idéologie qui a présidé à la naissance et au fonctionnement de l'hôpital général, qui était le lieu de renfermement des pauvres, c'était tenu par les jansénistes, c'est cette idéologie-là qui était appliquée. Salaud de pauvres. Salaud de pauvres. Et il dit, quant aux vagabonds de profession, on a des travaux utiles dans les colonies où l'on peut employer leurs bras à bon marché. Ah, c'est pas beau ça? Donc, les mendiants qui ne veulent pas travailler, on les déporte. On les déporte. Alors, incidemment, pourquoi est-ce qu'on va déporter les mendiants, au fait? On a déjà des esclaves. Ah ben oui, seulement le taux de l'esclave, le prix de l'esclave monte en flèche. Il faut trouver des solutions de rechange. Et je vous donnerai, si ça vous intéresse, toutes les références là-dessus. J'ai le nom, j'ai la date de publication. Le prix de l'esclave devient prohibitif. On va trouver d'autres solutions. Merci l'encyclopédie. Voilà. Donc tout ça, c'était la morale de la Compagnie du Saint-Sacrement qui a été reprise par les jansénistes, la haine du pauvre et le mépris pour les petites gens. Incidemment, à propos de l'hôpital général, l'encyclopédie était le dictionnaire du XVIIIe siècle, on peut dire. Hein. C'est le gros dictionnaire qui, par entrée alphabétique, va faire le point de l'état de la société, des idées, des techniques, de tout. Et à l'article hôpital, il n'y a rien. L'article hôpital, il n'y a rien. Il n'y a rien sur l'hôpital général. L'hôpital général est l'institution dont la bagarre pour la tête a fait l'objet je vous ai expliqué en 2 mots, d'une grève générale de la magistrature. Ça a été la grosse affaire. Le trône a vacillé dans l'affaire de l'hôpital général. C'est la plus grosse institution de l'époque. Il y a à Paris, rien qu'à la Salpêtrière, plus de 6000 femmes qui vivent sous l'autorité de l'hôpital général. Vous avez la Pitié pour les petits-enfants, vous avez Bicêtre pour les hommes, vous avez des hôpitaux généraux absolument partout en France. Il n'y a pas un mot dans l'encyclopédie sur l'hôpital général. Pas un mot, pas une ligne. Pas une ligne. L'hôpital général est tenu par les jansénistes et les jansénistes ne veulent pas qu'on parle de l'hôpital général parce que c'est chasse gardée. Alors je ne vous dirai pas ça tout de suite aujourd'hui, mais je peux vous dire que pour avoir mis le nez dans les registres d'entrée et de sortie de l'hôpital général, je peux vous dire que des milliers de petits-enfants en disparaissaient sans destination connue. Maintenant, je vous laisse conclure, et ça sera pour une autre fois si vous voulez. Incidemment, le livre que j'ai écrit, qui a fait l'objet de mes études à l'université, de mon DEA, parce que j'ai passé un DEA sur le sujet, c'est Les enfants perdus de l'hôpital général, va bientôt ressortir. Parce que quand il est sorti en 2008, il a fait l'objet d'un silence assourdissant, personne n'a repris. Et maintenant, Contre-Culture va le ressortir prochainement, donc je peux éventuellement revenir vous en parler. L'hôpital général était l'objet d'un trafic d'enfants absolument abominable. Abominable. Voilà. Maintenant, arrivons à au troisième sujet qui tient ensemble jansénistes et Jean des Lumières. En 1763, c'est-à-dire 1 an après avoir obtenu l'interdiction des jésuites, le cher Lachalotais, toujours lui, va publier un essai d'éducation nationale et un plan d'études pour la jeunesse, qui au moment où il est publié, va être traduit en hollandais, en russe et en allemand. Ces gens-là ont les moyens, ils ont en tout cas un beau carnet d'adresses, et la poste fonctionnait très très bien à l'époque. Voilà. Alors, c'est bien un système d'éducation. Je veux dire, qui va être contre un système d'éducation pour tous, hein? Ah non, pour tous, non, attendez. Qu'est-ce qu'il écrit en préambule? N'y a-t-il pas trop d'écrivains, trop d'académies et trop de collèges? Ah, c'est ça. Le problème de la France à l'époque, c'est qu'il y a trop d'écoles. C'est bien ça qu'il dit. Alors même qu'on se plaint de manquer de bras. Eh oui. Écoutez bien le raisonnement. Le peuple même veut étudier. Voilà ce que c'est. Les jésuites ont mis des collèges partout, voilà que le peuple demande à étudier. Écoutez la suite. Des laboureurs, des artisans envoient leurs enfants dans les collèges des petites villes. Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Donc le plan d'éducation de M. Lachalotais, c'est sortez les pecnos des écoles. On n'a pas besoin d'eux. Eh bien, qu'écrit Voltaire à la publication de ce magnifique essai? Je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre, je présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs censurés. Voilà. Donc moi qui cultive la terre, c'est moi qui suis propriétaire terrien, vous savez. Alors, l'image de Voltaire cultivant la terre, hein, c'est drôle. Donc, il présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs censurés. Vous savez ce que c'est qu'un clerc censuré? Ces gens sont tellement méprisants,
pour le principe d'éducation au peuple, c'est que dès qu'un laboureur va apprendre à lire et à écrire, ça va en faire un clerc tonsuré. Ben non, c'est pas la tonsure parce qu'on savait lire et écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est tout le mépris qu'il en explique. Eh bien, ça c'est le grand Voltaire, mais le grand Rousseau, il n'était pas en reste. Eh bien, le grand Rousseau, il a écrit dans la Nouvelle Héloïse, « N'instruisez point l'enfant du village, il ne lui convient pas d'être instruit. » Ça, c'est les Lumières. Donc vous avez à ma gauche les jansénistes qui nous expliquent qu'il y a trop d'écoles, et à ma droite les Lumières qui applaudissent en disant « Vous avez raison, sortez les gueux, on n'a pas besoin d'eux. » Et dans son essai sur l'éducation, alors ça, tout ça, je vous assure, on vit une époque merveilleuse. Tout ce que je vous dis, comme je vous ai fait des citations, si vous avez pris les citations, vous cherchez sur un moteur de recherche sur Internet, vous ouvrez des guillemets, vous faites la citation, vous fermez les guillemets, vous allez trouver tous les originaux de ça en PDF. Vous pouvez tout vérifier, tout ce que je raconte. Hein. D'ailleurs, si un jour je me trompe, il y a toujours quelqu'un pour venir me le dire, je rectifie, et la plupart du temps, je ne me trompe pas, et on ne se contente de m'insulter, personne pour l'instant ne m'a pris la main dans le sac. Voilà. Alors, j'ai le droit de me tromper pour l'instant. Personne n'a encore réussi à le démontrer. Mais je vous invite à vérifier ce que je dis parce qu'on n'est jamais trop prudent avec la vérité historique. Alors, voilà ce que Lachalotais écrit à l'intérieur de son essai sur l'éducation. Écoutez bien parce que c'est savoureux. À l'égard de l'usage de l'histoire, alors une fois qu'il a dit qu'il fallait virer les laboureurs et les fils d'artisans, il va expliquer tout ce qu'il faut faire pour donner une bonne éducation. On va virer le latin, on va virer le grec, toutes ces vieilles lunes, là, on va leur apprendre ceci et cela. Et il explique, à l'égard de l'usage de l'histoire, on a un petit livre de l'abbé de Saint-Réal qui est bon, mais ce qui vaut mieux, sans comparaison, c'est ce qu'a dit M. de Voltaire dans son 7e tome, l'édition de 1757, des mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire, chapitre 60-61, ce qu'il a inséré dans quelques préfaces. Alors écoutez, faire passer Voltaire pour un historien, oh, là c'est monstrueux. Il ment, Voltaire, il ment comme un arracheur de dents. Il n'y a rien de crédible. Du moment que Voltaire vous dit quelque chose, sachez que ça cache quelque chose, en tout cas ça cache la vérité. Du moment qu'il le dit, c'est que c'est pas vrai. Je dis pas que... Attendez. Si c'était vrai, il se donnerait pas la peine de le dire. Quoi. Parce que les gens le savent déjà. Mais c'est monstrueux. Les mensonges... Et Lachalotais, dans son essai sur l'éducation, dit, pour l'histoire, adressez-vous à M. de Voltaire. C'est pas de la connivence, ça c'est quoi? Attendez, c'est quoi? Et il termine, quand il établit des vérités, personne ne les établit mieux et ne les présente si bien. Ah ça, pour tourner le mensonge, il était le roi. Ça c'est vrai qu'il avait une maîtrise de la langue qui était absolument exceptionnelle. Et ce qu'il dit est vrai, sauf que c'est pas la vérité. Ça c'est pour le mensonge. Il n'est pas possible de redire ce qu'il a dit sans l'affaiblir. N'essayez pas de paraphraser Voltaire, ce qu'il a dit est parfait. Dans un essai sur l'éducation, qu'est-ce que c'est que cette connivence, ce léchage de bottes publiques? C'est une honte. Le haut magistrat janséniste lèche les bottes du philosophe, pseudo-martyr de la liberté d'expression. Le malheureux Voltaire, pourchassé pour sa liberté de penser, un magistrat qui vient d'avoir la peau des jésuites qui étaient les premiers éducateurs au royaume de France, se vante l'ignominie d'un Voltaire en le faisant entrer. Vous savez, même Diderot, dans son article jésuite, passe un petit coup de brosse à reluire à Voltaire. C'est-à-dire que si l'encyclopédie est un dictionnaire, comment peut-on donner une opinion sur quelqu'un de vivant qui parle d'autre chose dans un dictionnaire? C'est vraiment, ça veut dire que tout ce qui les intéressait, c'était de faire de la propagande. C'est vraiment là qu'on peut voir à quel point ce n'est pas du travail de recherche sérieux et c'est pas une recherche de la vérité. C'est vraiment, ce sont des propagandistes. Et là, vraiment, propagandistes, des Lumières et des jansénistes, ce sont véritablement les mêmes. Maintenant, ces gens-là, les uns et les autres ont également des vues communes sur le grand problème, le grand sujet qui est l'économie. Que disent les Lumières? Théorie des Lumières, laissez faire, laissez passer. Laissez faire, c'est-à-dire supprimons les corporations, laissons n'importe quel ouvrier fabriquer n'importe quoi à n'importe quel prix et à n'importe quelle qualité et mettez-le sur le marché. Ça, c'est laisser faire. On va supprimer les corporations et prolétariser d'un seul coup toute une population ouvrière qui, depuis des siècles, travaille sous la protection à la fois du roi et de la corporation qui leur fournit la sécurité sociale, l'assurance veuvage, l'assurance, etc. Tout ce qu'il a fallu attendre 150 ans pour pouvoir récupérer, à l'époque, ça fonctionne. Donc, laisser faire, ça veut dire supprimer les corporations et laisser l'ouvrier tout seul, tout nu, devant la barbarie économique, négocier son contrat de travail avec un gars qui va avoir le pouvoir
ça donnera les émeutes de la Révolution, c'est comme ça que c'est venu, c'est pas autrement. Hein. Pardon? Pardon. Enfin, excusez-moi. Bon, donc, Quesnay, c'est laisser passer, c'est-à-dire comment peut-on interdire au blé de sortir de là où il a été pour Quesnay, l'interdiction de libre circulation des grains, c'est une monstruosité. Et c'est pas que Quesnay, c'est toute l'encyclopédie va reprendre, Voltaire y compris. Le blé, on interdit au blé de circuler. Mais le blé ne circule pas tout seul. Pour que le blé circule, il faut qu'il y ait des marchands qui l'achètent et qui le revendent. Or, dans le système tel que régi par les rois à travers les siècles et les siècles et les siècles, le blé circulera quand la population qui l'a produit et qui habite à côté se sera d'abord servie. C'est-à-dire qu'on protège le consommateur contre le marchand. À partir du libéralisme, à partir de Turgot, à partir de Quesnay, on va protéger le marchand contre ce salaud de consommateur qui veut se servir le premier, alors que le marchand a droit à un légitime profit. Qu'est-ce que c'est que le légitime profit du marchand? C'est de passer chez le producteur, de tout rafler au bas prix, de resserrer chez lui et d'aller vendre là où ce sera le plus cher pendant que la population hurle qu'elle a faim, ça sera la guerre des farines. Et la Révolution française, ne cherchez pas, la Révolution française a deux causes, le prix du pain et la suppression des protections ouvrières. C'est ça et c'est pas autre chose. Et après on va nous la jouer, enfin bon, vous connaissez la suite. Qu'écrit la Chalotais, toujours mieux, le 20 août 1764. Enfin, grâce à sa majesté et au ministre qui régit ses finances, le système des prohibitions paraît abandonné sans retour. Système fatal qui défendait au sujet d'un même souverain de se prêter de mutuels secours, ce qui interdisait entre la France et les autres nations cette communication dans les échanges du superflu avec le nécessaire. Il veut faire croire que l'interdiction de faire sortir les blés avant que le peuple se soit servi, ça consistait à interdire aux régions où le blé manquait de pouvoir bénéficier du blé où il était abondant. Abondant, ça n'a jamais été le cas. Une fois que la population s'était servie, les marchands pouvaient effectivement, et avec bien évidemment sous la surveillance et avec l'aide des autorités, faire passer le blé là où il manquait. Ces gens qui mentent comme ils respirent font croire qu'on interdisait les échanges entre une province excédentaire et une province déficitaire. C'est absolument faux. Donc ce qu'il dit, enfin, écoutez bien, les permissions particulières, cette ressource inutile qui enrichissait quelques particuliers aux dépens de la nation, ne décourageront plus le cultivateur. Le cultivateur mourrait parce qu'on avait besoin de permissions particulières pour faire sortir le blé. Mais ce n'est pas le cultivateur qui mourrait, c'est le spéculateur qui avait investi et qui voulait du bénéfice plus gros. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le capitalisme, c'est là que ça se joue. Le capitalisme sauvage qui nous tue, qui dirige le monde, c'est là que ça s'est joué. C'est là que ça s'est fait. Nous ne craindrons plus les disettes, ni, écoutez bien, ce qui était presque aussi redoutable, la trop grande abondance des récoltes. À votre avis, qui est-ce qui souffre de la trop grande abondance des récoltes? Ce ne serait pas plutôt celui qui a investi puis qui voudrait... Hein? Ben, évidemment. Évidemment, c'est pas le paysan. Le paysan, si le prix du blé baisse, eh ben, il est content, parce qu'avec ce qui lui reste dessus, il va pouvoir acheter autre chose que du pain. Alors qu'avec le prix, la montée monstrueuse du prix du pain depuis le début du siècle jusqu'à la Révolution, les gens sont de plus en plus misérables. J'ai suivi une courbe très intéressante, j'ai suivi la courbe des abandons d'enfants. Ça suit le prix du pain. Vous avez le prix du pain, vous avez la courbe des abandons d'enfants. Parallèle, c'est un delta. Et vous avez d'excellents historien du 19e siècle qui dit le 19e siècle est quand même un siècle où la femme ne s'intéresse plus à son petit, le délitement des mœurs, mauvaise mère et tout. Non, une femme qui abandonne son enfant parce qu'elle ne peut plus le nourrir, elle essaye de le sauver, la malheureuse. Et ça, je l'ai vu parce que je suis allé vérifier les petits billets qui étaient accrochés au linge. On a gardé tout ça. Hein. Les femmes supplient qu'on sauve leur petit. Si elles l'abandonnent, c'est pour lui sauver la vie. Et ce sont des crève-cœurs. Et tous ces salauds d'historiens du 19e siècle qui ont raconté que les mères au 18e siècle, elles n'aimaient pas leurs gosses parce qu'elles les abandonnaient, sont des salopards. Là, ça, c'est ma fibre féminine qui bout. C'est absolument odieux. Et puis alors, il y en a d'autres qui ont écrit des horreurs, mais je ne veux pas d'ennui. Voilà. Donc le résultat de cette libéralisation, ça a été une misère effroyable et le recul du roi. Et en 1775, la guerre des farines, soulèvement généralisé, on tire dans le tas, etc. Ça s'arrête et puis après,
1789, vous avez entendu parler, il a dû se passer quelque chose, c'est la suite. Voilà. Alors, petit service entre amis. Le 1er novembre 1764, extrait de la correspondance littéraire de Grimm. Correspondance littéraire, c'est les copains. Hein. C'est pas l'encyclopédie, mais c'est les comparses. Grimm écrit « Réquisitoire de Lachalotais pour l'enregistrement de l'édit sur la liberté du commerce des grains. Ce magistrat est le seul du royaume qui ait les idées et le ton d'un homme d'État. » Voilà. Voilà ce qu'on dit d'un magistrat janséniste quand on est la correspondance littéraire de M. Grimm. Ça s'appelle un renvoi d'ascenseur, je crois. Le 1er octobre 1765, Grimm toujours écrit « Élie Fréron ». Alors, Élie Fréron était un ennemi personnel de M. de Voltaire. Pourquoi? Non pas que Élie Fréron n'aimait pas Voltaire, mais Voltaire haïssait Élie Fréron. Pourquoi? Parce qu'Élie Fréron était critique littéraire et que Voltaire voulait qu'on dise que ce qu'il faisait était génial. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison de la haine de Voltaire contre Élie Fréron, qui était un honnête homme, qui était un très bon critique, qui était également un bon chrétien, mais ça, vraiment, il n'aurait pas dû. Ça, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Écoutez ce qu'écrit Grimm. Alors, il écrit « Élie Fréron, critique haï de Voltaire, émet des doutes sur l'innocence de Calas. » Eh oui, il n'y a pas que Marion Sigaud qui trouve que Calas a peut-être bien tué son fils. Élie Fréron, il allait regarder les pièces, il disait « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un sacrilège, un malfaisant, horreur, enfer et damnation, il a touché à l'idole. L'affreux Élie Fréron a émis des doutes sur l'innocence de Jean Calas. » Et il écrit « Cette bassesse, commise après le jugement souverain rendu en faveur de ces infortunés, mériterait même une punition exemplaire. » C'est-à-dire qu'on en appelle à la poursuite d'un écrivain, d'un critique, qui émet des doutes comme il pense qu'il a le droit de le faire, et on en appelle à des sanctions contre lui. Ça s'appelle la liberté d'expression, ça c'est les Lumières, vous inquiétez pas, ça a fonctionné comme ça, d'un bout à l'autre. Et Grimm continue. Jean Fréron vient de faire un voyage en Basse-Bretagne pour recueillir la succession d'une nièce qui lui est échue inopinément et qu'on dit assez considérable vu le trafic lucratif que la défunte faisait de ses charmes dans les ports les plus fréquentés de la province. Élie Fréron va en Bretagne recueillir un héritage et on raconte que la nièce en question faisait la pute sur les ports de Bretagne. Ça s'appelle comment ça? Diffamation et calomnie. Calomnie, c'est fondé sur rien. On sait qui a inventé ça, c'est Voltaire. C'est Voltaire. Voltaire envoie ça contre Élie Fréron et Grimm publie. Et Élie Fréron, qu'est-ce qu'il avait contre ça? Il avait que ses yeux pour pleurer. Eh bien, écoutez la suite. En passant par Rennes, Jean Fréron a cru pouvoir disserter sur les affaires du Parlement de Bretagne, comme sur le procès du malheureux Calas. Alors, il est journaliste. Il se permet, passant par Rennes, d'écrire un papier sur les affaires de Bretagne. Monsieur de la Chalotais, procureur général du roi, instruit de ses propos, l'a fait venir chez lui. « Comment vous appelez-vous »« Monseigneur, je suis Fréron. Je ne connais pas Fréron, mais on m'a rendu compte de vos propos et je vous conseille de quitter Rennes sous 24 heures si vous ne voulez pas qu'on en fasse justice. » Merci qui? Merci qui? La Chalotais, les Lumières, on veut se débarrasser de Fréron. Voltaire ne peut et Grimm ne peuvent que le diffamer. Eh bien, monsieur de la Chalotais, qui est procureur général, va se charger de le faire chasser. Élie Fréron était tête de turc des uns et des autres. Voilà. Donc, les jansénistes ont fini par gagner. La constitution civile du clergé, c'est eux. L'expropriation des biens de l'Église, c'est eux. Et la victoire des Lumières, le libéralisme économique, le renversement du dernier rempart protecteur des peuples, à savoir le roi, c'est eux qui l'ont fait tomber. Voilà. Donc, amis ou ennemis? Voilà. Pique à Jean Fréron. Alors, c'est pas du Voltaire. Alors, déjà, c'est pas du Voltaire, c'est un pastiche. C'est un pastiche, c'est-à-dire que Voltaire l'a piqué à quelqu'un. Pour la rime, il a dit Jean Fréron alors qu'il s'appelait Élie. Alors, ce qui veut dire que, voilà, quand on est un bon poète, je crois qu'on peut faire rentrer le nombre de pieds qu'il faut avec, sans être obligé, bref. Et Élie Fréron était très, très subtil. Quand Voltaire a publié ça, il l'a repris. Il a publié la version originale et il s'est permis de faire une petite critique en disant là, moi j'aurais mis ça comme ça, etc. Et faire rigoler tout le monde. Voilà. Mais Voltaire a eu la peau d'Élie Fréron. Hein. Élie Fréron est mort. Il en est mort. Un jour il a dit je peux plus. C'est 30 ans il s'est battu contre les Lumières. 30 ans il s'est battu contre l'encyclopédie et tous ces salauds.
Et il n'est pas le seul, je veux dire, vous aviez La Baumelle, par exemple, il en est mort aussi. Vous avez des gens qui ont été tellement harcelés par leur vilenie, par leur méchance, ils battaient des libelles partout. Il y en a vraiment plusieurs qui en sont morts, et notamment Élie Fréron, qui était un homme d'une grande qualité, à la fois professionnelle et humaine. Un jour, il a eu une attaque, je peux plus, là je peux plus. Je peux plus. On lui avait plusieurs fois interdit son journal, on l'a fait mettre à la Bastille, on l'a ruiné, enfin, c'était affreux. Et Élie Fréron avait une chose qui était absolument impardonnable, c'est que son journal se vendait beaucoup, parce qu'il était de grande qualité. Donc ça, c'était impardonnable. Voilà. Donc, vous avez vu la connivence entre la Chalotais, c'est invraisemblable. Quel était le nom du journal, s'il vous plaît, c'était les Nouvelles Littéraires. Est-ce que c'était... Il y en a un, c'était les Nouvelles Littéraires. L'Année littéraire. Fréron, c'était l'Année littéraire. Et que Voltaire appelait l'âne littéraire, bien évidemment. Il ne fallait jamais louper. Quel était le lien entre les protestants et les jansénistes? Pas de lien. Pas de lien. C'est pourtant très proche. Alors c'est très proche, mais le lien doit être recherché. Non, pas de lien à ma connaissance. De toute façon, les jansénistes, les protestants avaient adopté profil bas. C'est-à-dire ceux qui étaient restés, qui n'avaient pas fui au moment de la révocation de l'édit de Nantes, adoptaient profil bas. Mais Voltaire a fait beaucoup pour eux, pour le coup. Alors là, c'est pas les jansénistes. Les jansénistes ont essayé de tyranniser les protestants. Quand le cardinal de Noailles, au début de la Régence, est arrivé au Conseil de conscience, c'est-à-dire au espèce de ministère, il est devenu une sorte de ministre des cultes, il est allé voir le régent en disant « Mais enfin, il paraît, il y a encore des protestants ici, il faudrait recommencer les persécutions. » Et le régent lui a dit « Dites donc, vous réclamez la fin des persécutions contre vous, vous les lancez contre les autres, sous mon gouvernement, ça ne se fera pas. » Il l'a renvoyé dans les corps. Il était prêt à relancer des poursuites contre les protestants. Celui qui a le plus fait pour les protestants, c'est Voltaire avec l'affaire Galas. Il a réussi à faire réhabiliter un gars qui vraisemblablement avait tué son fils, pas par malignité, mais dans un coup de colère, parce que l'autre lui avait volé, et il tapait dans la caisse, il fichait rien, et voilà, c'est un drame familial. Et Voltaire a tant et si bien fait dans l'affaire Calas qu'il a fait passer les catholiques pour d'affreux fanatiques, odieux, obscurantistes, et les protestants pour les malheureuses victimes. Ils ont fait une belle carrière. Necker est arrivé comme ministre pas longtemps après. Oui. Il y a quelque chose de commun entre les jansénistes et les protestants, c'est la prédestination. Oui, c'est la théorie de la grâce. La théorie de la grâce, ils ont ça en commun. Mais ils ont ce qui les sépare, qui est très très clair, c'est que les protestants sont schismatiques, alors que les jansénistes veulent régenter l'Église et y rester. Ce n'est pas possible parce qu'avec le jansénisme, c'est la raison sans la révélation. Ça s'arrête là. Je comprends pas. On peut la raison oui. sans la foi. Autrement dit, la révélation, c'est quand même de croire tout ce que notre Seigneur, qui est la vérité, la voie. Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas là-dessus que se jouait. C'est pas là-dessus que se jouait c'est pas là-dessus que se jouait la différence entre les uns et les autres. Pour les protestants, on n'obéit plus au pape, et pour les jansénistes, on continue d'obéir au pape. Alors on lui désobéit tout le temps, on le harcèle, ils ont traité le pape comme vraiment au-dessous de tout, mais toujours en protestant que c'est par fidélité, comme ils ont fait la même chose avec le roi. C'est par fidélité qu'on vous empoisonne la vie. Durant tout le jansénisme. Ah non. Les papes, les pauvres ont tous fait. C'est la grande distinction entre le fait et le droit. Oui, alors le fait et le droit, c'est-à-dire que voilà, quand le pape disait ce que vous avez écrit là et là, c'est faux, ils disent mais non, c'est pas ça qu'on a écrit, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre le fait et le droit. Là, vous avez raison, bien. Ah, mais bien sûr, là vous avez raison, mais c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça qu'on a dit. Et ils faisaient la différence entre le fait et le droit. Ce sont des emmerdeurs. Mais épouvantables. Et quand Louis XIV a dit, bon, maintenant c'est comme ça, il les a mis en prison, dès qu'il est mort, mais Louis XIV n'était pas mort depuis 12 heures, ils étaient déjà sortis. Louis XIV, dans ses mémoires, en évoquant l'affaire janséniste, entre autres disant que ce n'était pas des questions relevant du salut, oui. montre deux choses. La ruine de l'autorité politique et une situation quasi-schismatique. Il faut savoir qu'il y a eu des évêques en France qui faisaient ordonner leurs sujets par des évêques schismatiques, eux, de l'église d'Utrecht, qui était l'église janséniste,
Donc vous avez eu des ordinations à Nevers et dans d'autres endroits, faites par des évêques non reconnus par Rome, C'est mais schismatique. couverts par C'est vrai. l'autorité de l'évêque local. Et est-ce que vous n'abordez pas la question de Zwingli en Suisse, qui a été un Du grand- tout, du tout. Du tout, du tout. Non, non, non. Mais il y a pourtant une relation. Ah non, je dis pas, je l'un dis était simplement je connais pas. représentant de l'autre. Je dis pas le contraire, je dis simplement je ne connais pas. Donc je ne l'ai pas étudié, donc j'en parle pas, tout simplement. Je n'ai absolument rien contre votre objection, je ne l'ai simplement pas étudié, voilà. Non, c'est pas une objection, c'est Non, non, je veux dire, même ça a là-bas- dépassé les frontières. du Mais Gallicanisme. complètement, mais attendez, le jansénisme a eu de l'influence à travers toute l'Europe. Oui, en Italie par exemple, C'est où le on le trouve à la base du mouvement révolutionnaire et l'unité italienne. Ah bah voilà. Oui, la plupart des gens qui étaient au concile de Pistoia, on va les retrouver dans les Carbonari. Donc il y a des liens entre la maçonnerie italienne et le jansénisme italien, le prince de Toscane. C'est ce qu'il faut voir, qu'il y a des réseaux entre autres de contrebande pour l'édition, et c'était la Hollande. C'est la Hollande. Les livres interdits sont édités à Amsterdam. Comme la drogue. Oui, plus fort. Est-ce que le dévot Tartuffe était janséniste? Alors non, il non. est. Alors c'est. Je peux répondre. Oui, allez-y. Pas exactement. Tartuffe n'est pas une pièce antichrétienne. Du tout, du tout. Ça, c'est l'opinion qui a été fourrée dans le crâne par l'école laïque et obligatoire. Si vous prenez dans la pièce de Tartuffe, Oronte, qui est le porte-parole plus ou moins, il faut se méfier de ces schémas un peu trop scolaires, de Molière, il reprend mot à mot, quand il distingue la vraie de la fausse dévotion, un chapitre de l'introduction à la vidéo de François de Sales. Deuxième chose, le Tartuffe, c'est une critique un peu humoristique de ce qui s'est passé au Canada, quand les Français ont évangélisé le Canada et ils ont lutté contre les nudités. Ah non, c'est surtout la compagnie du Saint-Sacrement. La c'est compagnie, du surtout la compagnie du Saint-Sacrement. la compagnie du Saint-Sacrement. Mais Monsieur de Laval et les missionnaires luttaient contre les, À la nudité. contre les nudités. Et ça faisait rire les esprits libres de l'époque. Voilà. Non, mais Voilà le les Tartuffe, deux choses. oui. Le Tartuffe, c'est quand même très exactement la compagnie du Saint-Sacrement, qui est une compagnie de dévots qui a créé, inventé et rédigé les statuts de l'hôpital général. Ce sont eux qui ont voulu qu'on fasse ce qu'on appelait le renfermement des pauvres, dans lesquels ils ont mis la main sur les œuvres du bon monsieur Vincent, hein, Saint Vincent de Paul. Il a été mis au courant de ce qui se passait à l'hôpital général. Il n'a pas voulu donner son œuvre. Il a dit, moi vivant, on n'aura pas mes enfants. Le lendemain de sa mort, l'hôpital général a mis la main dessus. Et c'est parce que les dévots de la compagnie de Saint-Sacrement étaient ces dévots hystériques, fanatiques, vraiment de odieux, que Mazarin les a fait. C'était pas uniquement parce qu'ils étaient odieux, c'est parce qu'ils étaient un véritable État dans l'État. Ils fonctionnaient, ils étaient magistrats, ils arrivaient à faire passer des procès de la façon qu'ils voulaient par des accords passés secrètement. Comment s'appelle le scripteur de la Cabale des dévots? La Cabale des dévots. Prenez ça se lit très bien. C'est vraiment l'histoire de la compagnie du Saint-Sacrement telle que racontée par eux-mêmes. Hein. C'est très bien fait. Et quand Mazarin a fait interdire, je crois que c'est en 1661, il a fait interdire la compagnie du Saint-Sacrement, les jansénistes sont rentrés dans leurs bottes, hop, la place était chaude, ils sont installés à tous les postes à l'hôpital général et ils avaient une dévotion encore pire. Donc c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes quand même. C'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes quand même. Alors, ce que je voulais vous dire concernant les jansénistes, c'est que toutes les places qu'ils ont occupées, quand ils ont... une fois qu'ils ont eu... une fois que la Révolution française est arrivée, toutes les places qu'ils avaient occupées et qu'ils n'occupaient plus parce qu'il n'y avait plus de jésuites, il n'y avait plus d'ennemis, c'est les francs-maçons qui les ont prises. Les francs-maçons ont chaussé les bottes des jansénistes comme les jansénistes avaient chaussé les bottes de la compagnie du Saint-Sacrement. Voilà. Et les francs-maçons les ont encore. Toutes les institutions de secours et d'aide aux enfants, aux miséreux, à tout ce que vous voulez, tout ça c'est tenu par les mêmes. C'est toujours tenu.
Deux questions. Sur le plan théorique, le seul point commun que je verrais entre les Lumières et les jansénistes, outre la haine de Rome, ça serait notamment la négation du libre arbitre, puisqu'apparemment pas mal de gens des Lumières aussi le niaient. Mais est-ce qu'on peut voir un lien de près ou de loin avec leur alliance? Je ne vois pas quel lien on peut faire avec leur alliance. Une autre question. Je ne vois pas non plus, je ne sais pas comment répondre à ça, excusez-moi. Une autre question. Est-ce que vous avez lu un petit peu Rousseau, notamment à propos des calomnies faites par Diderot et par Voltaire, notamment les confessions de Rousseau? J'ai beaucoup de mal à lire Rousseau, je trouve rien de plus rasoir que Rousseau. Il faudrait que je m'inflige Rousseau, j'y arrive pas. Je me dis, hein, dans une autre vie, je dirais Rousseau. Rousseau fait état de calomnies de Voltaire et de Diderot. Ah, mais c'est juste, c'est absolument juste. Hein, c'est absolument vrai. Il aurait accusé de faire du proxénétisme sur ses élèves. Alors, la note, attendez, excusez-moi, du moment que la source est Voltaire, laissez tomber, il en faut une autre. Ce que je veux dire, c'est que les notes de bas de page dans les éditions des Confessions disent « Ah, il s'agit des délires de persécution de Rousseau ». Sauf que, est-ce que vous avez lu Le Neveu de Rameau? Oui. Parce que moi, je me suis demandé, ayant lu à très peu d'intervalle d'écart Le Neveu de Rameau de Diderot et les Confessions de Rousseau, si Le Neveu de Rameau n'était pas des sous-entendus sur Rousseau. Puisque Rousseau enseignait à partir des cours de Rameau. Il enseignait la musique, notamment, sans la connaître, ce qui est un petit peu ce qui est décrit dans Le Neveu de Rameau. Attendez, il a écrit des très jolies choses en musique. Oui. Hein. Il a fait de la vraie musique. Le devin du village. Le devin du village, c'est de la vraie musique. C'est Rousseau qui l'a écrite. Hein. C'est encore de la calomnie, ça. Et un système de notation. À mon avis, non. Quoi pas de tout seul. C'est pas lui qui... Rameau a deviné l'escroquerie de Rousseau. Ah bah, alors moi je rentre pas là-dedans. Ils sont tellement menteurs. Attendez, ils sont tellement menteurs. Moi je vais pas rentrer. Je vais pas rentrer. Rameau, c'est Rousseau qui a tout redonné. Par ailleurs, touchant Le Neveu de Rameau, ça a été publié après le décès de Diderot. Ça a été publié d'ailleurs par, je crois, par Goethe. Bien après le décès de Diderot, de même que les Confessions de Rousseau sont posthumes. Les Confessions de Rousseau n'ont pas été publiées de son vivant. Et alors c'est quoi, ça serait quoi l'allusion alors? Rousseau se plaint de calomnie, je ne sais pas quand elles ont eu lieu, ni quand il aurait pensé qu'elles aient eu lieu, de calomnie de la part de Diderot et de Voltaire, comme quoi il faisait du proxénétisme sur ses élèves, et il y a des questions de proxénétisme dans Le Neveu de Rameau. Même si ce n'est pas forcément en lien avec les cours particuliers que donne Rameau en musique, comme Diderot en a fait en musique, et Diderot les a fait en s'inspirant des cours de Rameau. Donc, c'est un moment à clé, ça a été publié après le décès de Diderot, en tout cas. Alors là, je suis incapable de m'intéresser. Alors, c'est simplement parce que j'ai pas le temps aussi. Hein. À partir du moment où je commence à me spécialiser dans quelque chose, je veux aller au bout. Aborder l'aspect littéraire du siècle des Lumières, je n'aurais pas assez d'une deuxième vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop énorme. Ce que je sais, c'est que j'ai essayé de lire Rousseau, je trouve ça tellement rasoir que j'y arrive pas. Je m'ai surprise, je ne sais pas combien de fois, je l'avais sur ma table de nuit, j'ai dit, il faut absolument que je lise le contrat social. Alors j'ai lu ça quand j'étais jeune, puis là je me dis, il faut que j'y retourne. Mais c'était un pinceau, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était un pinceau, j'arrive pas à lire Rousseau, ça me rase. Ces espèces de considérations abstraites sur un homme qui sort d'on ne sait pas où, qui a ni père ni mère, brusquement il est libre et puis brusquement il est dans les fers. Enfin, voilà, j'aurais aimé pouvoir vous répondre, mais là je ne peux pas. Ce que je sais, c'est que, je ne sais pas le détail, mais je sais que Voltaire a réclamé des autorités genevoises qu'elles zigouillent Rousseau. Il a essayé de le mener à l'échafaud. Et il a menti. Voltaire ment tout le temps. Mentez, mes amis, mentez. Je vous le rendrai. Non, je vous le rendrai dans l'occasion. Non, Voltaire est un menteur. Toute information qui a Voltaire comme source n'est pas crédible. Ça peut éventuellement être vrai, mais ça sera le plus grand des hasards. Par exemple, je vais vous dire une chose. Qui a raconté que le régent couchait avec sa fille? Voltaire. Uniquement Voltaire. Arouet, en l'occurrence. Et c'est admis que le régent, bah oui, il était pas mal, il était sympa, mais il couchait avec sa fille. Non, calomnie. Et, oui. C'est le diable, Voltaire. Oui, bon, alors, on appelle ça comme ça. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il a eu l'approbation du pape par l'intermédiaire du cardinal de Bernis sur une de ses œuvres. C'est hallucinant. Le pape, la femme, en quelque sorte, eh bien,
Je sais pas, j'ai pas retrouvé. Il était prêt à toutes les bassesses. Il était prêt à toutes les bassesses pour avoir les honneurs auxquels il aspirait. Il a fait des rondes jambes au pape, j'ai lu ses lettres, il a fait des rondes jambes au pape. Il est allé pour entrer à l'académie. Il fallait être bon chrétien. Si vous saviez comment il a renié tous ses écrits pour pouvoir entrer à l'académie comme bon chrétien. Le diable. Et en fait, il en reste qu'un fauteuil. En tout cas, il est pervers, extrêmement pervers. Il est très 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 pervers. Et je crois qu'il était un peu psychotique. Hein. Il avait un jour, il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois que c'était son médecin Tronchin, il a dit, mais il est fou, quoi. Il est fou. Il est fou. Mais il avait une influence monstrueuse. Je veux dire, j'ai une voisine en psychiatrie, elle dit que l'avarice de Voltaire, enfin, oui. L'amour de l'argent à ce point. Enfin, à ce point, c'est monstrueux. Ouais. Ça dénote la peur de la mort. Justement. Quand il a été, alors je me souviens pas, j'avais lu ça dans, comment il s'appelle, Jean Aurieux. Et j'ai pu le livre, ou alors Jean Aurieux ou un autre, je ne me souviens pas, mais qui raconte que la mort de Voltaire, ça a été une abomination. Abomination. Une abomination. Une abomination, c'est passé en 3 fois. Alors, c'est ça. Hein. Il fait pas. Eh ben, il poussait de hurlements, il n'était pas capable de... Mais il a préparé, il a été malade d'abord une première fois. Il a fait envoyer son laquais chercher le prêtre. Le prêtre est venu, et il s'est confessé, et il est revenu à la bonne santé. Alors, il a recommencé avec tous ses mensonges et tout contre l'Église. Il a recommencé absolument comme avant sa confession. Il a été malade une seconde fois. Une seconde fois, la même chose. Il a fait venir le prêtre, il s'est confessé. On lui a donné l'absolution. Il est revenu une troisième fois. Alors la troisième fois, il était tellement malade que tous ses amis sont venus. Et quand ses amis étaient là, le prêtre est arrivé. Ses amis lui ont dit, Voltaire, avoir un prêtre, vous rêvez, et ils ont renvoyé le prêtre. Et Voltaire est mort sans prêtre, sans confession et sans prêtre. Donc, effectivement, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une ligue de ses amis encyclopédistes qui ont dit jamais un calotard. Voilà, et c'est les amis qui ont empêché la troisième fois. Il avait un bon truc qui marchait. Mais ça ne pouvait pas marcher tout le temps parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, je ne me suis pas penchée en détail sur la mort de Voltaire. Je sais que ça a été... Tronchin, son médecin, lui avait dit... Voltaire l'avait fait venir et il lui avait dit faites quelque chose. Et Tronchin lui a dit il faut mourir, monsieur. Attendez, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il faut mourir. Non. Bah écoutez, je suis que le médecin, moi, je suis pas le bon Dieu, quoi. Ça va tout le monde. Oui, que disait le jansénisme sur la théologie de Calvin, puisqu'on avait qualifié le jansénisme de calvinisme rebouilli, exactement. Oui, c'est Richelieu qui avait dit ça. Ouais. Le calvinisme rebouilli. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. S'ils ont dit quelque chose, ils ont dû le dire au XVIIe siècle et je ne me suis pas penchée sur cet aspect-là. Hein. L'aspect du jansénisme que j'ai étudié, c'est vraiment le jansénisme politique et à partir, d'ailleurs, ce qui m'a fait démarrer ma recherche sur les jansénistes, c'est simplement que je m'intéressais à l'hôpital général, je m'intéressais aux enfants d'Ancien Régime, je savais qu'ils allaient à l'hôpital général, je savais qu'en 1750, la police avait arrêté des enfants dans la rue, je voulais savoir où ils allaient. Et c'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose. Et ces enfants faisaient l'objet d'un trafic absolument monstrueux. Mais justement, un trafic, dans quel but? Si vous arrivez à les retrouver, moi j'ai le nom. Non, mais je veux dire pas pour les retrouver. Quel genre? Ils disparaissaient. Les enfants entraient à l'hôpital, mais ils disparaissaient. Ils ont disparu. Non, ils sortaient. Comment ils sortaient? Donc ils étaient vendus. Il y avait un trafic. Il y avait un trafic, bien sûr, c'était sous Louis XIV. Un trafic pédophile. Eh bien c'est plus tard, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont commencé, ils continuent. C'est les mêmes. Mais madame, vous avez encore beaucoup de travail aujourd'hui, puisqu'on a dit que tous ceux qui arrivaient avec des enfants de tous ces pays... mais c'est la suite. De l'autre côté, en Italie, on ne les retrouvait plus. Mais c'est la suite. Les catholiques, bien sûr. C'est la suite. C'est la suite. Partout où vous avez des concentrations d'enfants, vous avez des prédateurs qui mettent la main dessus. Et les prédateurs, en Paris en 1750, ils s'appelaient le Parlement de Paris. Oui, mais aujourd'hui, madame, ça c'est pas aujourd'hui, comme c'est pas de continuité, quand même. Mais bien sûr que si, ça s'est jamais arrêté. Monsieur, ça n'a jamais été dénoncé. Ça n'a jamais été dénoncé. Pourquoi voulez-vous que ce soit arrêté?
Ça n'a jamais été dénoncé. Lorsque vous avez fait votre TEA là, sur le sujet, Ouais. sur l'hôpital général, est-ce que votre directeur de recherche savait où il allait ou est-ce qu'il a été surpris parce que vous avez trouvé? Un petit peu surpris quand même. Un petit peu surpris quand même. Et surtout, il m'a dit, vous ne touchez pas aux jansénistes et vous ne touchez pas aux lumières. J'ai dit, ça va être simple. Ça va être simple. Vous avez mentionné les Templiers aussi auparavant. Oui, oui. Alors les Templiers, ça peut pas... Moi qui fais la recherche, oui. Les institutions qui s'occupaient d'enfants en souffrance, pendant la période des Templiers, c'est les Templiers qui s'en chargeaient. Les Templiers. Dans certaines régions. Pour lesquelles le public veut. Ah, bah moi je suis pas médiéviste. Alors, il y a des gens sur le coup, il y a des gens sur le coup. C'est très mystérieux aussi. Bah, c'est très très mystérieux. Oui, enfin, beaucoup de choses sur les Templiers. c'est surtout extrêmement complexe et il y a plusieurs périodes. Oui, non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais il est de fait que dans une région comme Auxerre, par exemple, les institutions s'occupant d'enfants en souffrance pendant la période des Templiers, c'était les Templiers. C'est-à-dire Pendant la période des Templiers. À la période des Templiers, c'était les Templiers qui s'occupaient des enfants en souffrance. Alors des moines, soldats, célibataires, confinés dans les trucs, à qui on confie des gosses. Moi, vous, je sais pas, mais... Pourquoi Philippe Ebel ne l'a jamais dit? Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que vous faites pas une mauvaise jonction avec l'hystérie? Ah non, c'est vous. C'est vous qui faites une jonction, monsieur. Moi, j'ai fait mon travail il y a 15 ans. Moi, j'ai fait mon travail il y a 15 ans, je vous le donne aujourd'hui. Mais j'ai commencé ces recherches en 2003. En 2002, j'ai commencé ces recherches-là, donc on est en 2016, ça fait 14 ans que j'ai commencé, donc ça n'a rien à voir avec l'hystérie actuelle. Moi, je vous donne le fruit de mes recherches, le bouquin. Parce que le plus grand prédateur, c'est les pilules, hein. Faut pas, Les trafics d'enfants, c'est une abomination à travers les siècles, C'est une abomination. Et c'est vrai que ça continue, mais ça s'est jamais arrêté. Pour que les trafics d'enfants s'arrêtent, il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un les dénonce. Quand a-t-on dénoncé les trafics d'enfants? Oui, il y a 10 000 migrants. Il y a 10 000 migrants, enfants de migrants qui ont disparu. Vous avez des enfants aujourd'hui, ils sont portés disparus, ils peuvent bien quelque part. Vous avez une affiche, tu vois des gens... Mais bien sûr. On recherche tel enfant disparu. Bien sûr qu'ils ont... vu à Paris-Stalmouzin. Ah non, mais... Ah, c'est pas parce que vous n'avez pas entendu parler qu'il n'y en a pas, monsieur, je vous assure. On voit ça dans les postes. Il y a Monsieur, quelques années, il y en avait beaucoup. il peut se passer énormément de disparitions d'enfants sans que vous soyez alerté vous-même. Si vous n'avez pas l'œil là-dessus, ça peut passer. C'était d'ailleurs ce qui se passait à l'époque. À l'époque, on ne s'est pas plaint de disparition d'enfants. Si, il y a eu les moments où les enfants ont été enlevés, c'était au mois de mai 1750. Mais moi, les milliers d'enfants que j'ai vus sortir de l'hôpital général, je les ai vus hurler en cherchant leurs enfants, on n'a pas retenu. On n'a pas retenu. Et il y a des enfants qui disparaissent tout le temps. C'est toujours les enfants des plus pauvres, des plus faibles, des plus vulnérables. Moi, j'ai vu dans les cas des enlèvements d'enfants en 1750, une malheureuse veuve, on est venu chez elle lui enlever son gosse. Chez elle, c'est 2 flics qui sont arrivés chez elle. Ils lui ont enlevé son enfant. Mais à l'époque de Montespan, il y a eu des meurtres d'enfants, mais c'était Oui. des nouveau-nés. Mais oui, mais ça n'empêche pas, monsieur. C'est pas parce qu'au moment de la Montespan, c'était des nouveau-nés que ce que je vous dis n'existe pas par ailleurs. Bien sûr. Non, mais les messes noires au temps de la Montespan, c'était un aspect dont le scandale a éclaté à ce moment-là, d'une seule et même chose, qui est le trafic d'enfants par des prédateurs, et en l'occurrence les prédateurs. Les n'ont pas disparu, puisqu'il y a bien le C'est évident. festival de l'enfer à côté de Nantes. Exactement. Est très aidé par l'argent du ministère de la Culture et on sait d'où il vient. Voilà, et ben voilà. Madame, vous auriez dit ça il y a 15 ans, vous auriez dit de vous taire et on aurait dit elle est dingue. Alors qu'aujourd'hui, ils ont mis le mot en anglais, alors ça passe, vous savez. On commence à mettre que des lettres, des choses comme ça, on ne sait plus de quoi on parle et ça passe. Il y a un autre point. Des informations sur Internet sur le projet MKUltra, c'est sérieux? Alors, je ne me suis pas penchée là-dessus, j'en entends parler, je peux pas, là-dessus je peux pas répondre, vraiment. Moi je peux vous donner des réponses sur le plan rigoureusement historique des recherches que j'ai faites. Ce que je vous ai raconté sur les trafics d'enfants, le livre va ressortir bientôt, il s'appelle La Marche Rouge, il est prévu pour dans 1 mois ou 1 mois et demi, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus dans ces eaux-là. Donc ça c'est vraiment la chose que je peux garantir. J'ai eu mention très bien, voilà, alors je vous dis, ma prof elle s'y attendait pas, mais enfin, d'abord elle n'était pas toute seule dans le jury, et puis mais je vous dis, j'ai fait le travail, hein. Le travail a été fourni. Il fallait pas dire du mal d'un janséniste, eh ben j'en ai pas dit, j'ai retiré ce qu'il fallait, mais elle m'a pas fait retirer ce qui était vrai et qui était nouveau, et que voilà.
Donc ça, c'est ce travail-là, il va être publié avec tout ce qu'il faut, les notes de bas de page, la bibliographie, les références. J'ai 50 pages de références d'enfants qui ont disparu. 50 pages. Dans mon DEA, je dois avoir je sais pas, une trentaine de pages de texte et 50 pages de liste d'enfants avec le nom, le prénom, le nom de le père, le nom de la mère, la date d'entrée, la date de sortie, le donneur d'ordre d'entrée, le donneur d'ordre de sortie. J'ai fait des tableaux comme ça. J'en ai 50 pages. Et le titre, La Marche Rouge, alors c'était penser que ça a peut-être à faire avec la Marche Blanche, la communiste, etc. Mais est-ce que non, vous l'avez appelé comme ça? Je l'ai appelé comme ça en hommage à la Marche Blanche de l'affaire Marc Dutroux. Ah, oui. Vous avez les parents qui sont sortis à Bruxelles en 1996 à propos des victimes de Dutroux, et ils sont sortis avec des petits drapeaux et des fleurs blanches. À Paris en 1750, ils sont sortis avec, les battes, les cailloux et les planches à clous, et ils ont massacré quelques envers d'enfants. Je veux revenir aux enfants, si vous voulez. Oui. Vous avez parlé dans votre conférence là, d'un parallèle graphique. Oui. Cherté du blé, oui. Et enfants abandonnés. Ça, c'est rigoureusement scientifique. Donc, on a une corrélation avec les enfants qui sont enlevés ou... Non, on a une corrélation avec le prix du pain. Non. Les abonnés. Non. C'était assez fou. Non. Pas encore enlevé. Non, c'est autre chose. Les enfants abandonnés, ce sont les enfants qui vont arriver à l'âge du sein. C'est ça. Les enfants qui disparaissent, c'est 4-5 ans. 4, 5, 6, 7 ans jusqu'à 10, 11 ans. C'est pas tout à fait la même. Des statistiques. Vous avez vu des pages et pages. Ah, mais moi, je vous dis, j'ai 50 pages de noms, de prénoms et de références. Mais pas dans la même mesure. Non, pour une année, pour définir un siècle avec la chair. Pour 10 ans, j'ai fait. Non, la courbe du prix et des abandons de nourrissons n'est pas la même chose. Voilà. Les enfants qui entrent à l'hôpital général, ce ne sont pas des enfants abandonnés par leurs parents. L'hôpital général, c'est le lieu d'enfermement des pauvres. Ce sont des enfants pauvres de parents pauvres. Il était où cet hôpital général? La Salpêtrière. La Salpêtrière. Et Bicêtre pour les hommes. Et la Pitié pour les enfants. Et la Pitié, maintenant, c'est la mosquée de Paris. La mosquée de Paris est sur le terrain anciennement de la Pitié. Est-ce que vous connaissez la rue Linné? La rue Linné. Quand vous avez la faculté dans le dos que vous êtes rue Linné, vous regardez en direction du jardin des plantes. Vous avez à cet endroit-là, à l'angle, vous avez une clinique, qui s'appelle la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, comme ça. Cette clinique-là, c'était l'entrée de la Pitié. À cet endroit-là, cet angle-là, vous aviez deux petites tourelles, un machin, un guichet et tout. C'était la Pitié. Et ça occupait aussi la mosquée. En fait. Et le terrain, le jardin était... Voilà. Et le jardin se prolongeait jusqu'à... Et en bas, il y avait ce qu'on appelait le cimetière de Clamart. C'était la fosse commune des hôpitaux. Non, le cimetière de Clamart à Paris. Et qui existe encore? Non, maintenant il y a des immeubles là-dedans. Non, le cimetière de Clamart à Paris. Voilà. Mais alors, je vais me poser une question, parce qu'il y a des points communs aussi également entre les protestants et les jansénistes. C'est l'économie, justement. Ah bah ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y avait des liens, justement, même au niveau de la Révolution française, quels étaient les liens avec les Juifs éventuellement? Je peux pas, là c'est pas mon sujet, là je peux pas. Là je peux pas. Là vraiment, là j'ai pas étudié, je sais pas. Question un peu générale, est-ce que vous connaissez un auteur, Victor Hugo par exemple, qui est un peu dédoisé, un peu Voltaire, dans l'histoire? Qui est quoi? Qui est un peu dit ce que vous dites aujourd'hui sur Voltaire. Ah, sur Voltaire, tout le monde l'a dit, tout le monde le savait, Voltaire. Moi, ce que j'apporte de nouveau, c'est pas sur Voltaire. On n'a jamais vraiment attaqué Voltaire, quoi. Ah si. Bien sûr que si. Ah si, ça n'a pas arrêté. J'ai pu arrêter. Madame, tout à l'heure, Xavier Martin, il a fait... Oh, Xavier Martin fait un travail admirable. Xavier Martin, vous avez compris. Avant, on n'avait jamais rien entendu. Et puis, comment il s'appelle? Bon, il y avait des livres. Alors, si tout le monde parle, c'est pas possible. Il y avait des livres, j'ai oublié la référence, je m'en servais quand j'étais professeur. Les auteurs jugés par leurs contemporains. Ah oui, je connais ça. Donc vous aviez une anthologie, soit de mémoire, soit de chronique. Et je me rappelle très bien, j'avais beaucoup travaillé Voltaire. Les contemporains, c'est énorme ce qu'ils ont pu écrire, et pas la gloire forcément de Voltaire. Donc c'était dans le domaine public. Bon.
Xavier Martin, disons, a synthétisé, il a travaillé, même au point de vue anthropologique, l'œuvre de Voltaire. Mais dans les grandes lignes, c'était connu. Bon, les amis de Voltaire étaient les économistes, ça n'avait rien à voir avec... Bien sûr. C'est un club, c'est un club. L'époque actuelle qui est assez patente. Oui, absolument. Parce qu'on donne aux enfants à étudier régulièrement tous les ans. Mais absolument, mais attendez, moi j'ai été prof 1 mois dans ma vie, 1 mois, pas 2, 1 mois. Même pas 5 semaines, 4 semaines, pif, pif, paf, du lundi au vendredi, 4 semaines de suite. Un jour, il y a les enfants, ils se retrouvent, il y avait grève du CPE, je sais pas trop quoi, là. Bon, il y avait la moitié des gosses, et puis vous faites pas grève madame, non. Je suis là, je bosse, qu'est-ce qu'on va faire? On pouvait pas faire classe, j'ai dit, bah tenez, on va faire un truc. C'est au programme, on va lire un extrait de Voltaire. J'ai sorti Le Nègre du Suriname. Hein, c'est extraordinaire. Les gosses me disent, mais madame, mais pourquoi on dit qu'il est bien Voltaire? J'ai dit, j'ai pas dit ça moi. Non mais tout le monde dit qu'il est bien, donc c'est affreux ce qu'il dit. Juste explication de texte. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, mais vous savez le truc, voilà, là, il y a ça, qu'est-ce qu'il dit là? Mais c'est sa mère qui l'a vendu. Mais pourquoi il dit ça? J'ai adoré. On va arrêter là, peut-être? Très bien. Alors, j'ai apporté quelques livres. Oui, alors...